Dans ce monde, tout le monde espère devenir un expert en arts martiaux au sommet, mais tout le monde n'a pas le talent pour réaliser ses rêves. Les jeunes enfants rêvent de devenir des héros, et on peut dire la même chose de Tang Mujin, un jeune homme de 20 ans qui fabrique les meilleures aiguilles d'acupuncture pour un artiste martial suprême et devient un disciple sous son aile. Mais pour en arriver là, revenons au style de vie actuel de Mujin. C'est un travailleur silencieux et routinier qui se réveille tôt et termine les préparatifs avant le petit déjeuner. Le médecin Tang, son père, est considéré comme le plus grand médecin de la région et est le modèle de Mujin. Mujin aspire à suivre les traces de son père, mais ne peut s'empêcher d'avoir des ennuis. C'est ainsi qu'il s'est fait un œil au beurre noir, ce qui incite son ami, Zhang Gok, à se moquer de lui. Et comme tout meilleur ami, Guak pense que ça aurait été encore plus drôle si l'autre œil de Mujin avait été touché aussi. Soudain, un ami recommande un champignon géant tout droit sorti de Mario. C'est un champignon cher qui permet une expérience psychédélique, permettant aux gens de vivre des rêves incroyables. Mujin pense que c'est une blague au début, mais quand il entend dire qu'il peut vivre la gloire d'un artiste martial suprême, cet homme dévore le champignon entier alors qu'il ne devait en manger qu'une petite partie. Le gars se dit qu'il va devenir Shiru Emiya et débloquer sa réalité marbrée, un nombre illimité d'épées comme le maître des épées, alors qu'en réalité, rien ne se passe du tout, ou du moins c'est ce qu'il croit, car les effets commencent à s'accélérer, le rendant étourdi et l'assommant. Dans son rêve, un vieux forgeron costaud considéré comme le plus grand du royaume martèle la perfection. Tang Mujin pense que c'est lui, mais se souvient soudainement que c'est censé être Yezi. Il conserve sa conscience de ce qui s'est passé, mais continue à fabriquer les 5 épées de maître demandées par le roi. Ce travail final sera considéré comme l'héritage de sa vie. Au final, les 5 épées sont terminées après 20 ans de travail. Accordant à Oyezi une récompense à la hauteur de son succès, les cieux lui accordent l'immortalité et célèbrent le jour où il monte au paradis. La séquence de rêve se termine là avec notre garçon qui s'effondre sur le sol. Quand il se réveille, il entend un client en colère sortir de la clinique de son père. Il demande à Guak ce qui s'est passé et apprend que Mujin a été assommé pendant un certain temps et s'est heureusement réveillé sans aucun problème. Guak espère que Mujin ne le dénoncera pas pour avoir consommé un champignon fou parce que c'est la dernière chose que vous voulez dire à un médecin. Se demandant si le rêve était réel ou non, Mujin va voir son père mais réagit étrangement à une aiguille qu'il tient. Sa tête est sur le point d'exploser alors qu'un flot de souvenirs se déverse sur lui. Le client en colère est apparemment parti à cause de l'épaisseur des aiguilles, ce qui rend le processus d'acupuncture douloureux. Le vieil homme regarde autour de lui la qualité de ses aiguilles précédentes et révèle à quel point l'une est fine par rapport à l'autre. Encore une fois, le corps de Mujin réagit étrangement à la forme des 2 aiguilles, et il ne peut pas arrêter le bruit de sonnerie dans sa tête. Le gars a mangé un champignon et est soudainement devenu un patient schizophrène lui-même. Le garçon saisit rapidement l'aiguille de la main de son père et se met en colère, insultant la qualité de l'aiguille. Le mal de tête de Mujin est hors de ce monde. Sa tête sonne chaque fois qu'il voit un objet d'apparence imparfaite. Dans ce cas, l'une des aiguilles qu'il tient dans ses mains lui pince le cerveau. Se frayant un chemin à travers les gens de la ville, notre garçon a du mal à se retenir, reflétant le fait qu'il n'avait pas cette capacité l'autre jour. Mais maintenant qu'il a acquis un tel pouvoir, ou devrais-je dire la malédiction du mal de tête, le gars est pratiquement en train de buzzer et d'entendre des objets imparfaits l'appeler de partout. C'est comme Superman qui s'habitue à sa super capacité auditive pour la première fois. C'est extrêmement agaçant, et Mujin n'en peut plus au milieu de la foule animée. Sa tête est sur le point d'éclater, et la douleur devient si forte qu'il se pince les lèvres, reflétant le fait que tant d'objets ont l'air merdiques à ses yeux. En même temps, parmi ces imperfections, une minuscule aiguille l'énergise et donne à cet homme un sentiment de clarté. C'est grâce aux efforts d'un homme, le majestueux forgeron, Siak, avec une compétence inégalée. Notre garçon s'installe avec la clarté rayonnante, mais étrangement, un air de réalisation le frappe. Vous voyez, il ne devrait pas connaître le travail du forgeron pour commencer. Deuxièmement, l'autre aiguille, celle qui le fait perdre la tête, est aussi l'œuvre du même homme. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Pour répondre à cette question, notre garçon met un pied devant l'autre pour chercher la vérité. Dans la scène suivante, on voit un immense établissement avec une cheminée qui s'échappe. Ici, quand notre garçon voit les objets parfaitement fabriqués du forgeron, toute son irritation disparaît. Au lieu de cela, il est rempli de clarté et d'un sentiment de bonheur rayonnant, tout cela grâce à la perfection de l'artisanat d'un seul homme. Alors qu'il est là à cajoler une putain d'épée, la femme en arrière-plan commence probablement à se demander s'il est sexuel avec les épées ou non. Soudain, notre garçon décide d'examiner de plus près l'arme et commence immédiatement à faire le lien avec le rêve qu'il a eu du Yezi. Grâce aux champignons, Mujin est maintenant capable de reconnaître la véritable maîtrise de la compétence du forgeron. Mais ce n'est pas tout. Parce que plus il y pense, plus il se rend compte que ce grand-père costaud avec un bras plus gros que ma tête est clair dans sa mémoire. C'est comme si Mujin avait personnellement vu le travail divin de Siok en personne, comme s'il était là pour témoigner de chacun de ses mouvements. Encore une fois, Mujin a du mal à faire le lien, se demandant si le rêve a quelque chose à voir avec tout cela parce qu'il reçoit des souvenirs qu'il n'avait même pas avant. Mais quand on y pense,
comme n'importe quelle personne, le gars arrive à une conclusion. C'est juste un putain de rêve, donc il ne pourrait rien y avoir de spécial. Après tout, il est ridicule de supposer qu'il pourrait apprendre à être forgeron à partir d'un petit rêve idiot. La simple pensée le déçoit, croyant que si c'était le cas, alors son ami idiot, Zhang Guan, serait un artiste martial de premier plan alors qu'il est. Le gars a essentiellement dit que les champignons sont des conneries. Pourtant, Mougin ne peut s'empêcher de faire un pas audacieux pour confirmer son destin de ses propres mains, croyant que s'il peut aller à la recherche du forgeron Seok, il peut obtenir un tas de réponses. Mais dans la scène suivante, le gars se fait crier dessus à plein poumon. Vous voyez, l'homme qui se tient devant lui n'est autre que le fils de Seok, Ji-sung. Et bien qu'il soit aussi forgeron, il ne fait pas le poids face aux compétences divines de son père. Cependant, l'homme est offensé à l'idée que Moujin soit venu se plaindre de sa compétence à cause d'une aiguille. Tremblant de peur, notre garçon clarifie qu'il n'a jamais vraiment fait une telle affirmation, mais Ji rugit de rage. Quoi qu'il en soit, notre garçon a déjà confirmé que le forgeron gangster original a pris sa retraite, ce qui est aussi la raison pour laquelle il est difficile de trouver son artisanat de nos jours. Ji-sung s'arrête pour admettre qu'il n'est pas du tout du calibre de son père, et il trouve pénible que les médecins l'intimident maintenant aussi. Offrant un défi au garçon, le forgeron ose lui demander de scanner et de trouver les œuvres originales de Seok dans sa boutique. Après tout, il est d'autant plus excité d'apprendre ce qui rend la critique de Moujin si spéciale s'il y a vraiment une si grande différence. Mais vous voyez, c'est là que ce gars a merdé, pensant que Moujin est une personne ordinaire. Mais dans les quelques instants suivants, le garçon ramasse toutes les lames d'apparence premium, clairement parce qu'elle pouvait l'appeler. Cela provoque Ji-sung à se sentir complètement terrifié, se demandant comment Moujin a pu tout collecter en l'espace de quelques instants. Ordinairement, d'autres personnes ignorent en fait les mêmes épées, pensant qu'elles ont l'air trop simples. Mais Moujin, il a cuisiné, mangé et n'a laissé aucune miette. Assez curieusement, notre garçon sait que s'il avait échoué au défi, il aurait été sérieusement moqué par le fils de Seok. Mais maintenant qu'il a personnellement appliqué son nouveau pouvoir en action, il sait que le rêve qu'il a eu n'est plus une illusion, mais maintenant une partie de sa réalité. Ji-sung admet qu'il pensait au gamin comme un client minable au début et s'installe pour convenir que l'aiguille n'est pas aussi géniale. Encore une fois, même après avoir été défié, le garçon a fini par trouver les œuvres de Seok dans la boutique. Cela amène le forgeron à se demander si les capacités de numérisation du garçon dépassent même celles des siennes, ce qui signifie également que tout ce que Ji-sung produit en tant qu'acte de création sera considéré comme médiocre aux yeux de Moujin. Le gars souffre du succès, je suppose. Et si c'est le cas, Ji-sung suggère que le garçon crée quelque chose lui-même, sort son marteau et le laisse dans les mains de Moujin. Notre garçon se demande comment cela a du sens et regarde bien le marteau. Ji-sung l'encourage, déclarant que si le garçon ne le fait pas lui-même, il devra se contenter des aiguilles merdiques que le forgeron a déjà fournies. Au lieu de s'y opposer, en réponse, notre garçon accepte, croyant que c'est sa seule occasion de tester ses capacités de forgeron. Moujin déchire son uniforme pour se mettre au travail, mais l'équipement lui vient naturellement alors qu'il souffle nonchalamment le moule en mouvement. Bien qu'il fasse le dur en ce moment, notre garçon comprend parfaitement que les connaissances issues d'un rêve ne suffiront pas à se transférer à son expérience pratique. Prenant un acte de foi, le garçon tient le marteau haut dans le ciel, établissant une comparaison que ce qu'il fait est similaire à demander à un patient de préparer son propre médicament. Le lourd marteau frappe le moule alors que le cœur de Moujin désire le processus de plus en plus, surprenant Ji-sung avec la posture concentrée du garçon. Cette posture parfaite alors qu'il enfonce le marteau, seulement pour le retirer avec un sourire sur son visage. Encore une fois, le garçon a confirmé que ses compétences du rêve se sont transférées à la réalité. Quant à l'arrogant Ji-sung, le grand-fils du forgeron Seok est complètement perplexe. Il attendait de se moquer du garçon, mais cet homme a été humilié à chaque coup du garçon. Différent d'un médecin, le garçon semble avoir un talent divin pour la forge, un peu comme Seok, l'homme qui a passé toute une vie dans le forgeage du métal. Chaque fois que le garçon frappe avec un marteau, Ji-sung entend une agréable note de musique. C'est ce qu'on appelle la perfection, mesdames et messieurs. C'est comme si Ji-sung était témoin de la réincarnation même du Yezi devant ses yeux. Ce n'est pas une question de talent, mais quelque chose de bien au-delà. Vous vous souvenez de ce moule? Moujin a transformé cela en une belle dalle, et son travail inspire Ji-sung à voir davantage ses capacités. Il veut voir Moujin tout faire, de frapper à éteindre, en passant par le revenu et même affûter la lame. Le gars est passé du plus grand détracteur de D à faire l'éloge du même enfant dans la même scène. Moujin inspecte la dalle et la jette devant le forgeron, qui meurt d'envie de voir de quoi l'imagination de l'enfant est capable. L'enfant ordonne naturellement au forgeron de faire fondre sa belle pièce de création, ce qui est une étrange demande aux yeux de Ji-sung. Notre garçon révèle en fait que jusqu'à présent, il s'échauffait, ce qui implique qu'il y a même une plus grande ligne de perfection qu'il peut atteindre au-delà de ce qu'il vient de créer. Après avoir entendu ces mots, le forgeron est complètement stupéfait. Dans la scène suivante, les fines aiguilles perfectionnées sont utilisées dans le traitement d'acupuncture pour les mêmes clients de haut niveau. Cette fois,
le processus est indolore. Et après avoir vu à quel point c'est lisse, tout un tas de clients commencent à faire la queue dos à dos. L'aiguille est si fine qu'ils ne peuvent même pas la sentir. Cela leur fait vraiment vénérer les compétences du médecin. Et à ce stade, la file de clients est si longue qu'on ne peut que supposer que le père de Mougin en tire de l'argent facile. La scène passe de la ville, effectuant un zoom arrière pour nous montrer ce qui se passe sur d'autres fronts. Une paire de voyageurs se rendent vers une destination. L'un d'eux remarque qu'ils auraient dû visiter la grande clinique de la famille Tang avant de quitter la ville pour un traitement. Mais, malheureusement, la file d'attente était si longue qu'ils ont dû faire amende honorable. Il semble croiser un homme en particulier qui s'occupe de ses affaires, qui après avoir entendu une telle chose décide d'aller faire une visite pour lui-même. De retour à la ville, la clinique de la famille Tang est pratiquement inondée de files de personnes au point que certains ont commencé à se chamailler pour avoir coupé la ligne. Parmi les murmures de la foule, un homme en particulier semble avoir terrifié tout le monde. Lorsque Mugen sort pour vérifier ce qui se passe, Bro voit une lame épinglée contre le cou d'un homme. Vous vous souvenez de cet oncle dur à cuire d'avant? C'est lui qui provoque la scène avec un grand sourire sur son visage. Notre garçon réalise rapidement qu'un combat éclate entre deux artistes martiaux. Le même homme à la robe violette décide de divertir la foule avec son talent, sauf qu'il tranche littéralement la peau du gars, la faisant gicler du sang et forçant le garçon à intervenir. Mugen fait de son mieux pour arrêter le saignement, seulement pour avoir les yeux écarquillés sous le choc. La garce a laissé une sculpture sur la peau de sa victime. Les mots médecin excentrique sont imprimés sur sa poitrine. La partie choquante est comment il a pu faire cela avec juste une putain d'entaille sans causer de dommages sérieux au corps. Cette démonstration de compétence confirme au garçon qu'il a affaire à un artiste martial chevronné, et quelque chose lui dit qu'il a déjà entendu les mots médecin excentrique quelque part. Imaginez que vous vous disputez avec un gars et que le mec laisse un tatouage permanent de son nom sur votre poitrine. Je serais furieux. L'artiste martial se moque de sa victime, se moquant de lui parce qu'il s'évanouit après une petite coupure. Curieusement, il pense que c'est à peine une égratignure, mais je pense que l'idée qu'a ce type d'une petite égratignure est foutue. Soudain, il révèle sa vraie nature. Le gars donne une énergie Akuma massive avec cette pose et cette coiffure d'agriculture d'aura brute. Les points se rejoignent enfin. Mugen réalise qu'il est le notoire tueur de médecins appelé Li Shung. Faisons une pause et revenons sur l'enfance du garçon. Vous voyez, en grandissant, son père était son champion et son héros, apparaissant toujours comme son modèle. Bien qu'il n'ait pas été le plus grand médecin de tous les temps, le gars a quand même tenu bon comme un bel arbre avec une base solide, sur lequel on pouvait compter même dans les moments difficiles. L'homme est une bête connue pour sa résilience et est devenu un modèle exceptionnel pour le garçon. Cependant, Li Shung est complètement à l'opposé de l'éclat de son père. Ce connard d'agriculteur d'aura est sombre, froid et un artiste martial connu pour avoir touché les cieux pour ses compétences. Il est considéré comme l'un des 3 plus grands médecins au monde, un homme étrange qui a la capacité de changer le destin des gens non seulement grâce à ses médicaments, mais aussi grâce à sa lame. Bien qu'il soit connu pour sa série de meurtres, beaucoup disent qu'il ne fait pas de discrimination si ses victimes sont mauvaises ou non. Si quoi que ce soit, Bro est Dexter Morgan, un tueur en série qui traque d'autres médecins dans le monde. Le fait qu'il soit ici signifie n'impliquer qu'une seule chose, que le père de Mugen est réellement en danger. Le garçon réalise rapidement que Li Shung se dirige en fait vers les chambres du médecin. Exprimant une réaction tout à fait normale dans la situation, Mugen rugit d'inquiétude pour son vieil homme. Mais avant qu'il ne puisse arrêter le médecin excentrique, le garçon est arrêté par Jinson, un instructeur de la secte King King, qui pense que cette situation est hors de leur portée. Voir l'instructeur en chef se plier si nonchalamment comme ça laisse le garçon se demander s'ils peuvent utiliser le chef de la branche pour essayer de persuader l'artiste martial meurtrier. Pathétiquement, Jinson admet que même son maître n'accepterait pas d'affronter le médecin excentrique de quelque manière que ce soit. C'est la véritable terreur d'un homme activement connu comme un criminel malgré ses antécédents de médecin. Étonnamment, le garçon apprend également qu'à un moment donné, le médecin excentrique est devenu responsable du sauvetage de la vie du chef de la branche, ajoutant une autre raison pour laquelle il ne devrait pas l'arrêter. En fin de compte, le garçon s'effondre en signe de défaite, pensant que son père va connaître sa fin inévitable. C'est un sort vraiment triste lorsque vous êtes confronté à une réalité que vous ne pouvez pas changer, même avec le meilleur de vos capacités, et j'espère que vous n'aurez jamais à vivre de telles épreuves dans votre vie. Quoi qu'il en soit, Jinson assure au garçon qu'il ne devrait pas être extrêmement inquiet du destin imminent de son père. Après tout, le médecin excentrique est peut-être un tueur en série, mais il n'est pas méchant à sens unique. Quelques instants plus tard, le diable claque la porte, les surprenant tous les deux. Il semble que Li Shung ait un regard vraiment satisfait sur son visage alors qu'il se dirige vers Mugen. Le garçon jette un coup d'œil aux vêtements de l'homme et se sent soulagé, comprenant qu'il n'a rien pu arriver de mal. Cependant, une situation résolue en amène une autre lorsque l'artiste martial attrape l'épaule du garçon, lui racontant comment il a entendu parler d'un forgeron compétent dans les environs par le père de Mugen. Li Shung espère que Mugen sera un bon garçon et l'emmènera chez le forgeron. Eh bien, notre garçon a l'air terrifié, alors il accepte sans discuter.
Le médecin excentrique est heureux d'entendre cela et espère que le garçon sera un guide pratique. Pendant ce temps, Muujin perd la tête en regardant la lame de l'homme. Voyant que le garçon est perdu dans ses pensées, l'intimidant artiste martial lui adresse un sourire menaçant, se demandant si le gamin va commencer à bouger ou non. Muujin cède instantanément, et ainsi, dans la scène suivante, nous sommes amenés à l'atelier où le médecin excentrique est complètement déconcerté d'apprendre que c'est en fait Muujin qui a fabriqué ces aiguilles. Au moment où le garçon confirme l'idée, cet homme se met à rire comme s'il venait d'entendre la blague la plus stupide du monde. Malgré ses nombreuses années à entendre des conneries ridicules, l'idée que le fils d'un médecin se retrouve avec les compétences d'un forgeron est carrément hilarante pour cet homme. Le type est tellement à fond qu'il en a les larmes aux yeux. Impressionné par les compétences du garçon, l'artiste martial passe une commande spéciale de 30 aiguilles d'acupuncture. Quant à son paiement, il laisse un lingot d'or incroyablement précieux. Son éclat même surprend Muujin, et il saisit son paiement tout de suite, le remerciant et promettant même de terminer la commande avant le coucher du soleil. Mais ce fait laisse le médecin excentrique sans voix. Le fait que le garçon soit capable de livrer la commande le jour même où elle est passée au lieu de la retarder pendant des mois témoigne de sa compétence. Même les forgerons expérimentés ont tendance à tarder, mais ce gamin est là à reproduire l'avidité de Sid d'Eminence in Shadow. Quoi qu'il en soit, le médecin excentrique ne parvient pas à comprendre comment le fils d'un médecin est si sûr de pouvoir livrer une commande complexe en une seule journée. Mais pour notre garçon, c'est du gâteau, et il ne ressent aucune pression, promettant de livrer des aiguilles encore meilleures que celles qu'il a fabriquées pour son père. Il donne sa parole à l'homme, promettant de mener à bien la commande au mieux de ses capacités. Un moment de silence s'ensuit. Et juste au moment où il semble que l'artiste martial est sur le point de leur couper la tête avec sa lame, il décide de s'asseoir en paix à la place. Pendant ce temps, Muujin est en train de revivre un traumatisme, réalisant que s'il ne tient pas sa parole, ce bâtard souriant va vraiment le tuer. Peu de temps après, l'incroyable processus commence pendant que le client assiste à sa création aux premières loges. Maintenant, Li Shung se demande comment le garçon va s'y prendre, car créer des aiguilles d'acupuncture n'est pas une promenade de santé. Cela nécessite de créer du fil, puis de choisir les meilleures pièces avant de tout broyer. D'après les aiguilles qu'il a vues dans les quartiers du médecin Tang, il sait pertinemment qu'elles n'ont pas été inventées par chance, mais par pure dévotion. C'est pourquoi il s'investit personnellement pour voir Muujin les forger sous ses yeux. Fait intéressant, l'artiste martial observe le physique musclé de notre garçon malgré ses antécédents de médecin, mais il remarque ensuite quelque chose. La prise du garçon sur le marteau se crispe fortement avant de s'abattre sur le moule, captivant l'attention de Li Shung. Muujin continue de marteler encore et encore, faisant preuve d'excellence dans chacun de ses mouvements. Aux yeux de Li Shung, il est témoin de la perfection. Dans peu de temps après, tout est terminé. Muujin a terminé son produit, mais ce même vieil homme psychotique souriant a une autre offre pour le garçon. Il paie Muujin pour qu'il devienne officiellement son disciple, ce qui est faux. Le garçon se demande pourquoi, tandis que Li Shung pense que la réponse est évidente. Il pense que le talent du gamin va être gaspillé dans une ville inutile ici, alors qu'il devrait plutôt perfectionner ses compétences. Il espère que Muujin acceptera, mais le gamin ne semble pas éprouver le même sentiment, soulignant qu'il a des obligations personnelles à remplir. Pas seulement ça. Il est nouveau dans la forge et ne sait pas vraiment ce qu'il y a à gagner en devenant le disciple du médecin excentrique. La confusion du garçon fait ricaner le vieil artiste martial, et au lieu d'expliquer avec des mots, il montre ce qu'il va apprendre. En l'espace de quelques instants, il apparaît que Li Shung a déjà fait son geste, et il admet avec désinvolture qu'il y a 2 choses qu'il peut offrir à son disciple pour qu'il les apprenne. Au fait, pendant tout ce temps où il a une conversation avec Muujin, l'artiste martial mortel a non seulement tranché un objet, mais il a également laissé quelques aiguilles sur le cou de Jisayon. C'est un témoignage de la vitesse divine de cet homme, laissant notre garçon se demander ce qui s'est passé. Alors, le sensei chevronné se demande si le garçon est prêt à changer d'avis maintenant. Bien sûr, pour Muujin, c'est une offre de premier ordre. N'oubliez pas qu'en dehors d'être un tueur fou, Li Shung est toujours considéré comme l'un des meilleurs médecins du monde. Avec cela, il perfectionnera 2 compétences à la fois et se réjouira même d'être connu comme l'élève du médecin excentrique. Le type est ici à du Ululand pensant que la clinique de sa famille deviendra imparable dans ce cas. Cependant, il y a une chose qui dérange Muujin. Pourquoi lui et pas une autre personne? Le grand-père machine à tuer ici reste simple et dit qu'il veut juste un forgeron qualifié, et en échange, il est prêt à offrir ses connaissances et son expérience. Tout d'un coup, notre garçon commence à réaliser qu'il est en train d'être forcé à une relation contractuelle, à tout le moins. Pour tester davantage le garçon, le médecin excentrique propose une situation hypothétique, se demandant comment Muujin traiterait quelqu'un avec un corps frissonnant et un chi faible. À cela, Muujin répond de manière appropriée en disant que la correction du déséquilibre hydrique de quelqu'un est la priorité absolue, et que la prescription stratégique de médicaments est la 2e étape. Une fois de plus, une réponse parfaite du garçon. L'artiste martial estime que si ce gamin s'engage à mémoriser de longs textes de médecine, alors il peut facilement apprendre les arts martiaux aussi.
Alors que Mujin n'a aucune idée de pourquoi cette comparaison est tirée de son cul, le maître propose une autre question. Li Shung explique que la force n'est pas la seule chose quand il s'agit d'arts martiaux, ce qui est la façon dont la plupart des gens traitent les arts martiaux. Il ne veut rien avoir à faire avec les imbéciles qui ne peuvent rien tirer de ses connaissances exceptionnelles, croyant que ces personnes sont des imbéciles qui restent moyens pour toujours. De la même manière, il dit que seul un expert pointu peut voir la différence entre une aiguille moyenne et une aiguille spécialement conçue. Enfin, Mugen décide de poser une question ambitieuse, se demandant si lui aussi peut devenir un artiste martial de premier ordre comme lui. La question est intrigante, mais le maître répond que cela dépend toujours des enseignements d'un enseignant, se faisant essentiellement mousser qu'avec lui, Mugen va y arriver plus facilement que la plupart des gens. Cela me rappelle le fait que certaines personnes détestent vraiment étudier les mathématiques jusqu'à ce qu'elles trouvent un bon professeur pour cela. La scène revient au garçon qui retourne à la clinique de sa famille, les yeux brillants d'excitation, pensant qu'il peut aussi atteindre le royaume suprême un jour. L'idée l'excite tellement que ce gamin heureux est déjà en train de célébrer jusqu'à ce qu'il tombe avec un lourd bruit sourd juste devant son père. Mujin s'excuse d'être en retard, mais le père du garçon l'attrape simplement avant que son corps ne commence à trembler sur ses pieds. Inquiet, Mujin craint pour la santé de son père lorsque soudain le vieil homme le regarde avec les larmes aux yeux. Il avait tellement peur quand il a appris que Mujin avait été emmené par le médecin assassin. Bien qu'il n'ait rien fait au médecin Tang lui-même, il aurait pu faire n'importe quoi à son enfant. Mais Mujin assure à son père que le médecin excentrique est en fait un type cool qui n'est pas aussi mauvais que les rumeurs le laissent entendre. Le médecin Tang confirme cela et explique comment Jin Song a déjà fait un rapport sur la façon dont l'homme semblait coopératif, mais il ne comprend pas pourquoi Mujin a mis si longtemps à revenir alors que tout ce qu'il avait à faire était de montrer à Li Shung le chemin de la forge. Au lieu de donner un essai sur ce qui s'est passé, le garçon va droit au but et explique que Li Shung veut que Mujin devienne son disciple officiel. Eh bien, cette nouvelle anéantit complètement l'expression du médecin Tang. L'homme reste sans voix en entendant l'information tandis que Mujin essaie de lancer une conversation, appelant même son père et se demandant pourquoi il s'est arrêté tout d'un coup. En un instant, le vieil homme se précipite avec une vitesse incroyable vers ses quartiers, pour ne revenir qu'une fois de plus. Cette fois, il est venu avec un tas d'argent. Le garçon y jette un coup d'œil avec confusion, se demandant ce que l'argent a à voir avec quoi que ce soit. Le médecin Tang en conclut que le garçon devrait en fait accepter l'offre. Mujin est à court de mots, soulignant à quel point il est nécessaire pour la clinique parce qu'il manque de personnel. En plus, le gamin pense que c'est une mauvaise offre venant de l'étrange médecin, donc ce n'est probablement pas si grave. Cependant, son père lui assure que leur clinique ne rencontrera aucun problème, car il pense que c'est la seule occasion que Mujin aura de quitter la clinique. C'est dans ce moment charnière que la perception du garçon envers son père a changé. Il a toujours pensé que son père était fort et s'occupait de la ville, mais ce moment a permis à Mujin de comprendre une chose essentielle, même l'incroyable médecin Tang était un garçon avec sa propre liberté. Ou du moins, c'est ainsi que j'interprète les papillons dans cette scène. Je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous en pensez dans les commentaires. Avance rapide au début de l'entraînement des garçons. Au cours des 2 derniers jours, Mujin a acquis une petite circulation qui se propage dans tout son corps, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. D'autres jours se sont écoulés pendant que le garçon méditait, perfectionnant son énergie. Chaque jour passé à s'entraîner ressemblait à un chemin vers le progrès. Les paroles de son père persistent encore dans son esprit, et d'une certaine manière, il lui en est très reconnaissant. Une noix tombe sur sa tête, ce qui oblige Mujin à lever les yeux. C'est son maître qui se demande si le garçon ne regrette pas déjà son ancienne maison. Au lieu de répondre directement, Mujin partage qu'il a progressé dans son énergie interne lors de son entraînement jusqu'à présent. Li Shung est heureux de l'entendre, mais Mujin commence à devenir trop confiant, se demandant s'il est vraiment talentueux dans l'art de son entraînement. Son maître ne sait pas encore si c'est vrai, soulignant que ses performances sont à peu près moyennes. Cependant, Mujin a fini par avoir une petite circulation en seulement 2 jours, alors qu'une personne ordinaire met au moins 10 jours pour atteindre cet objectif. Cela signifie quelque chose et amène le garçon à se demander si toute la séquence de rêve était légitime ou non. Pendant qu'il rêve de sa grandeur, l'excentrique médecin lui lance une épée, exhortant le garçon à prouver son talent avec un coup d'épée. Li Shung sort le bâton universel tout-puissant de destruction en réponse, ce qui est un peu exagéré à mon avis. Quoi qu'il en soit, le maître parie que si notre garçon parvient ne serait-ce qu'à faire une seule coupure sur ses vêtements, il portera volontiers l'enfant jusqu'à leur destination. La détermination farouche de Li Shung fait grimacer notre garçon de peur. Mujin prend une seconde pour digérer le fait qu'on lui remet vraiment une vraie épée. Les enjeux sont réels, et il est même arrogant à cause de son entraînement de base. Alors qu'ils discutent, le garçon trouve un moment opportun pour attaquer son maître juste au moment où il est distrait. Mujin vise un beau swing pendant que son maître somnole en se nettoyant l'oreille. Li Shung est surpris que l'enfant vise une victoire rapide et se demande si le garçon a un mélange de talent et d'élan. Mais juste au moment où Mujin fait son swing, le maître n'ose pas bouger de sa position et répond simplement avec le bâton divin. Étrangement, lorsque l'épée de Mujin entre en contact avec le bâton, elle ne parvient pas à le couper.
Cette révélation est choquante pour le garçon car il pense que c'est juste un bâton ordinaire qui devrait se casser facilement. Mais il a oublié que le bâton universel tout-puissant de destruction a traversé de nombreuses histoires d'Isekai couvertes sur notre chaîne. It ain't gonna fold like that. Ensuite, Li Shun conseille joyeusement au garçon de serrer les molaires, ce qui implique que la prochaine attaque va faire très mal. L'artiste martial déchaîne un courant torrentiel, faisant tournoyer le corps de Mujin avec une force incroyable qu'il est assommé avec juste une simple déviation. L'enfant tombe au sol et vomit, ayant rencontré l'énergie interne de quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, ce combat finit par démolir le moral de Mujin car il se plaint du fait que la personne avec le plus d'énergie gagnerait toujours un combat. Son maître rit et est quelque peu d'accord, mais il souligne un fait intéressant. Même Li Shun n'a pas accès à des réserves d'énergie élevées, ce qui est la raison pour laquelle il n'aime pas privilégier la force. Mais tout comme ce qu'il a dit plus tôt, les arts martiaux ne concernent pas seulement la force. Il pense même que son disciple se débrouille très bien pour un enfant de médecin sans expérience. Il taquine même le garçon pour avoir un ennemi secret qu'il veut battre. Mais Mujin est ici pour être un rabat-joie, énervé de ne pas pouvoir être un artiste martial de pointe aussi vite qu'il le pensait. Sachant que l'énergie interne joue un grand rôle, l'enfant est démoralisé en pensant qu'il n'atteindra plus jamais le domaine d'un artiste martial de pointe. Mais Sensei arrive ici et lui frappe la tête et tue presque l'enfant avec le puissant bâton, affirmant qu'il existe plus d'un chemin pour devenir un maître et qu'une énergie interne élevée n'est que l'un de ces nombreux chemins. Li Shun se souvient de ce qui s'est passé plus tôt. Lorsque le garçon est entré en contact avec l'énergie interne de son adversaire, il y a eu un moment où il aurait pu réagir avec sa propre énergie interne en l'imprégnant dans son épée, mais il s'est arrêté. Aux yeux du maître, c'est une bonne chose. Il exhorte Mujin à frapper une fois de plus, et cette fois il promet de ne pas utiliser d'énergie interne. Bien que le garçon soit nerveux, cette condition spécifique lui donne juste assez de confiance pour oser essayer à nouveau. Il s'envole avec un puissant swing. La pointe de sa lame parvient à s'enfoncer dans le bâton. Mujin est plutôt heureux jusqu'à ce qu'il ressente une autre bouffée d'énergie interne émanant de son maître qui projette le garçon dans un état second. Alors que l'enfant est presque inconscient, son maître explique son erreur fatale. Mujin pensait qu'il pouvait gagner uniquement grâce à l'énergie interne et serait mort quand même. Il remet en question la lenteur du garçon à accumuler de l'énergie interne. Et si ce n'était pas un inconvénient suffisant, l'enfant n'a pas non plus l'aptitude naturelle à gérer des paquets de grande énergie en même temps. Ces deux choses peuvent sembler être de très gros inconvénients à première vue, mais la réalité est que l'enfant a aussi sa part de force qui vont avec. Par exemple, il a d'excellentes capacités sensorielles et peut manipuler l'énergie interne rapidement. L'enfant est un mauvais épéiste en comparaison, mais s'il peut imprégner une partie de son énergie interne dans son arme, il sera capable de suivre le rythme des artistes martiaux de second ordre. Le sage maître souligne que même errer sans but peut ouvrir un chemin à part entière, et cela le rend très heureux des progrès du garçon au cours des 10 derniers jours. En entendant les paroles de son maître, Mujin se redresse avec joie, déjà convaincu qu'il est proche du niveau d'un artiste martial de second ordre alors que ce n'est même pas encore le cas. Soudain, la conversation est interrompue par un son distant. Au début, il suppose que c'est une bête sauvage, mais se rend compte que c'est en fait un humain. Au loin, il y a un gars portant un uniforme particulier avec 3 nœuds attachés autour de sa robe. Maintenant, je sais que cela semble que le gars est autiste ou quelque chose du genre, mais croyez-moi, c'est plus que cela. C'est censé signifier le rang d'un chef de branche. Li Sheng est méfiant, tandis que Mujin est excité de voir un incroyable artiste martial. Appartenant au village de Zuul, le mendiant rouge Hongju s'en révèle sa recherche d'un médecin. Apparemment, il y a eu un nombre alarmant de décès soudains dans leur village. Apparemment, Hongju s'en a pas eu de chance dans ses recherches car il n'a jamais quitté son village de toute sa vie. La bonne chose est qu'il est à l'abri de la maladie. Juzan explique que lui et son maître ont eu de la chance, mais il y a environ un mois, les habitants du village ont soudainement commencé à souffrir d'une maladie inconnue. Au début, on pensait que c'était une toux saisonnière, mais le nombre ne s'est pas arrêté. Les gens sont tombés incroyablement malades au point que 20 d'entre eux n'ont pas survécu. Au début, Juzan voulait rejoindre les villageois qui avaient l'intention de quitter le village pour de bon, mais au fond de son cœur, il ne pouvait pas abandonner sa ville natale, c'est pourquoi il est resté et a consacré tous ses efforts à aider son maître. Au début, leur médecin local les aidait, mais au moment où il a manqué de médicaments, c'était fini. Le gars a quitté le village en disant qu'il allait aller chercher des herbes pour les médicaments, mais il n'est pas revenu depuis un certain temps. C'est pourquoi Jusan est éternellement reconnaissant envers ces médecins qui ont accepté de les aider. Le groupe arrive dans le village apparemment banal. Ici, le gardien du village les accueille. On-Yoon les emmène à l'intérieur voir un patient souffrant de la même maladie. L'état de l'enfant est préoccupant, c'est pourquoi Mujin vérifie immédiatement son pouls. Il remarque que l'enfant transpire plus que la normale et que son pouls est faible avec des battements rapides. D'après sa température corporelle, il en conclut que le chi de l'enfant est attiré vers sa tête. Il demande avec curiosité si le garçon a récemment vomi et apprend qu'il est mort de vertige. Pendant ce temps, le médecin excentrique est plongé dans ses pensées quand soudain, Mujin conclut ses découvertes, pensant qu'il s'agit d'une peste.
Pour un diagnostic correct, le garçon pense qu'ils ont affaire à quelque chose de comparable à une grippe estivale, mais c'est légèrement différent, comme en témoigne son odeur étrange. Au même moment, Mougin révèle que laisser le garçon sans surveillance le mettra à risque de subir des dommages cérébraux permanents ou de perdre la vue. C'est pourquoi la meilleure façon d'agir est d'utiliser l'acupuncture comme remède, en se concentrant sur des points spécifiques. Parallèlement à ces méthodes de traitement, Mougin énumère également un tas de médicaments comme prescription, et je vais vous faire une faveur en sautant leur nom. Les paroles de Mougin captivent l'attention de son maître, qui est impressionné et lui ordonne de commencer le traitement. Bien que nerveux, notre garçon choisit immédiatement son aiguille. Bien que ses connaissances soient pointues, le problème avec Mougin est qu'il n'a jamais pratiqué l'acupuncture de sa vie. Il sait où se trouve le point chi du pied, mais sa main tremble à cause de son manque d'expérience. Li Shung le remarque et décide de pointer ses doigts en direction de la main de Mougin. Exsudant une partie de son QI, il explique avec amusement que l'énergie interne peut être utilisée au-delà du cadre des arts martiaux. Il pense qu'un médecin bénéficiera grandement de sa compréhension. Soudain, le corps de Mougin ressent une sensation palpitante. Le QI de son maître agit comme une feuille de route, guidant lentement le sien avec une clarté immaculée. Grâce à cette expérience, le médecin est capable de repérer l'énergie corrompue appelée le QI mortel. Maintenant que l'enfant sait quoi faire, Li Shung lui ordonne de continuer sa procédure et de faire confiance à son instinct. Notre garçon fait exactement cela et connecte l'aiguille sur le pied, enchaînant avec encore plus d'aiguilles sur tout le corps du patient. Li Shung observe attentivement son disciple terminer le traitement. Il attend patiemment que le patient ouvre les yeux, qui tremble encore de l'expérience. Ce même chi mortel qui habite l'esprit du patient est lentement expulsé, nettoyant le corps de l'enfant et le mettant également hors de danger. Avec un visage satisfait, Mougin pousse un soupir de soulagement. Son maître est encore plus fier de lui, partageant que son disciple a appris beaucoup de choses en une journée. Mais même après tout, le visage de Mougin est un visage de détermination et de bonheur, signifiant qu'il est finalement devenu un vrai médecin. Plus tard ce jour-là, nous apprenons que le médecin du village local a en fait dépensé ses économies de sa propre poche juste pour rassembler des herbes pour le bien de son peuple. Le médecin Yam pensait qu'apporter des herbes de terre lointaine donnerait de meilleurs résultats, alors il a donné tout son argent aux commerçants. Cela montre qu'il est en fait un homme bon. Et grâce à sa décision courageuse, tous les autres dans le village ont collectivement commencé à verser des sommes pour contribuer à sa cause. Cependant, en raison du fait que les commerçants d'herbes ne visitent pas les petites villes comme la leur, ce qui a fini par arriver, c'est que Jusant est allé lui-même dans les montagnes pour chercher une cause pleine d'espoir par lui-même. Même si les actions de Jusant étaient imprudentes et sans but, c'est grâce à ces actions que le fils de cet homme a été guéri. Il est heureux d'admettre que l'état du garçon montre un rétablissement sain et permet même au gentil médecin de rester dans le village pour la nuit. Mougin et son maître entrent rapidement dans leur logement. Shung jette un bon coup d'œil à l'environnement et remarque même une jolie poupée à côté de ses pieds. Intrigué, il ramasse la poupée pendant que notre garçon est absorbé par ses pensées. Mougin rompt finalement son silence, questionnant la légitimité du médecin Yom. Son enquête surprend Shung, qui pense qu'ils ne peuvent pas tirer de conclusions immédiates car ils n'ont même pas rencontré le gars. Cependant, Mougin est perplexe et ne comprend pas pourquoi une maladie soudaine se propage comme une traînée de poudre dans un village rempli de gens gentils. Les villageois ont préparé un festin pour les médecins, mais Shung pense qu'ils ne devraient pas compromettre leur inventaire et ne manger qu'avec parcimonie. J'aime vraiment comment, malgré sa réputation de tueur en série, le médecin excentrique est un homme gentil au fond de lui. Partageant le repas, Mougin creuse la cervelle de son maître, se demandant à quel type de maladie ils ont même affaire. Shung confirme qu'il ne sait pas vraiment avec certitude car celle-ci semble bizarre à tous les niveaux. C'est comme s'il n'avait jamais rencontré quelque chose d'exactement comme ça auparavant. Cette révélation choque en fait le garçon car il parle pratiquement à l'un des 3 plus grands médecins de tous les temps, et même lui est désemparé. À cela, le maître éclaire son disciple en lui disant que même les experts ne savent pas tout sur le monde. En fait, chaque fois qu'il en apprend davantage sur quelque chose, cela crée 5 autres questions pour lui. C'est essentiel pour Mougin, qui pensait illusoirement que son maître connaissait toutes les maladies qui aient jamais existé dans le monde. Shung exprime que si c'était le cas, alors il ne serait pas occupé à parcourir les terres. C'est une révélation intéressante pour Mougin, qui se demande si son maître parcourt les terres à la recherche d'un remède contre une maladie spécifique. Shung réfléchit à la question et avoue qu'il avait autrefois un tel désir, et même alors, il sait comment guérir la maladie maintenant. Il n'y a plus d'intérêt. Son explication inquiétante est à peine abordée lorsque soudain, Mougin entend les cris de quelqu'un de la ville. Il sait que le village gémit de douleur, et malgré sa meilleure supposition, il ne peut pas encore déclarer un médicament approprié. Réfléchissant à l'état du patient, Mougin essaie sagement de comprendre le problème d'une manière plus profonde. Alors qu'il est perdu dans le calcul d'une conclusion, son maître révèle soudain une histoire déchirante de sa défunte épouse et de sa fille qui ont été victimes d'une maladie. Shung explique comment tous deux ont eu une forte fièvre avant que des taches rouges ne recouvrent leur corps. Juste comme ça, il a été forcé de les emmener chez un médecin et a amené le médecin le plus fiable qu'il connaissait dans son village. Malheureusement,
Peu importe qui il a amené, ils n'ont pas pu identifier de remède. Dans ses efforts pour trouver un remède à la maladie, Li Shung a perdu sa famille. En l'espace de 3 jours, tous les deux sont morts. Cette horrible histoire terrifie Mujin, qui prie pour eux. Mais aux yeux du sage maître, il considère l'histoire d'une manière plus positive. En fait, il a tourné la page sur sa tragédie et pense qu'elle peut même être utilisée comme un conte humoristique quand on arrive vraiment au fond des choses. Naturellement, il a pleuré et lutté après avoir perdu ses proches. Li Shung a quitté sa maison dans une spirale d'émotions, chaque fibre de son être le poussant vers un but. Cependant, 10 jours après son départ, il est arrivé devant un village. Il errait sans but, il lui a donc fallu beaucoup de temps pour y arriver. Alors qu'en réalité, cela n'aurait pas dû lui prendre plus d'une journée. Il est intéressant de noter que ce village se vantait de son propre médecin local, et le vieil homme lui a souri avec éclat, un gringalet maigre qui semblait indigne de confiance à tous les niveaux. Malgré tout cela, il a fini par avouer les symptômes de la maladie au médecin. En réponse, l'homme a dit quelque chose de bouleversant. Il a demandé 5 pièces, assurant que sa famille se portera bien après avoir pris son médicament. À l'époque, Li Shung avait une tonne d'argent qu'il pouvait dépenser. Les pièces ne signifiaient rien pour lui. La morale de l'histoire aux yeux de Li Shung est que sa famille n'est pas morte à cause d'un manque de fonds ou de mauvais médecins ou en particulier parce qu'il lui manquait quelque chose. La raison pour laquelle sa famille a connu sa disparition est simplement que les autres médecins ne pouvaient pas posséder les mêmes connaissances que celui-ci, et c'est le conte humoristique de la raison pour laquelle l'artiste martial rusé a choisi la voie d'un médecin et est devenu le top 3 du royaume. Son but ultime est de rassembler toutes les connaissances médicales afin qu'elles soient accessibles à tous. À ce stade, 3 décennies se sont écoulées depuis, et il a depuis longtemps oublié les visages de sa famille. Au lieu de se lancer dans un arc de méchant, il a décidé d'avoir de nobles intentions pour le monde afin que personne d'autre ne puisse souffrir ce qu'il a vécu. Peut-être que nous pouvons tous tirer une leçon de cette histoire aussi. Le jeune disciple écoute attentivement et remarque la belle ironie dans les paroles de son maître et son rire. Il semblait porter un poids similaire à l'angoisse des cris des villageois. La scène passe au jour suivant où Mujin part en voyage pour identifier la source de la maladie en enquêtant à l'extérieur du village. Son maître est intrigué et décide de se joindre à l'enquête de son propre chef. Il va botter les fesses de Mujin s'il voit le garçon se relâcher accidentellement. Quoi qu'il en soit, le fils du médecin fouille dans la ferme et décide d'enquêter sur un puits. Ensuite, il monte pour trouver la maison du vieil homme qui a contracté la maladie en premier. Zoomons et jetons un coup d'œil au processus de pensée de Mujin. Il comprend que les maladies chaudes sont fondamentalement différentes des maladies froides, qui sont responsables du refroidissement du corps. Les deux montrent leurs propres symptômes, mais elles sont également causées par le même chi mortel, qui émerge dans un environnement non hygiénique et frais. Mais d'après ses découvertes, Mujin n'a pu localiser aucun QI mortel dans la porcherie, le puits ou même la salle de stockage. Sachant que les fléaux ont toujours un point de départ, il se rapproche de son enquête. Juste pour être clair, Mujin demande à confirmer si Monsieur Zhang a bien été le premier homme à tomber malade à part ses voisins. À cela, Juzan exprime que le côté ouest des villageois a connu la maladie en premier et encore plus vite que ceux du côté est. Parmi eux, les enfants étaient les plus à risque. Cependant, leurs paroles semblent être désalignées avec les enquêtes de Mujin. Il est ici en train de mener une enquête complète à la Batman. Il demande s'il y a une différence fondamentale entre les deux régions du village, dans l'espoir de trouver une explication raisonnable. Juzan partage que le côté est utilise plus de yang, tandis que l'ouest est concentré avec du yin. Cependant, notre garçon pense que c'est hors de propos dans la discussion car lui et son maître venaient de l'ouest et n'ont pas du tout repéré de peste. Il est également curieux de savoir pourquoi les enfants sont plus sensibles. Après tout, les enfants jouent simplement les uns avec les autres. Juzan convient que les enfants aiment généralement jouer dans le ruisseau près de la région occidentale. C'est un élément qui change la donne car Mujin soupçonne soudainement que l'eau est la cause première. Cependant, cela n'explique pas pourquoi l'eau de l'Est ne montre alors aucun signe de problème. Il demande pourquoi le puits oriental est toujours sec et apprend qu'il n'est sec que pendant la période de sécheresse printanière. Mujin se demande si la peste correspond directement au début de la maladie et obtient un oui du chef du village. Son esprit bouillonne de pensée car il pense maintenant que l'eau pourrait être le coupable parce que tout le monde a commencé à utiliser le ruisseau occidental après que celui de l'Est se soit asséché. Cela expliquerait aussi pourquoi les enfants attrapent la maladie beaucoup plus rapidement. Ainsi, dans sa quête pour confirmer la suspicion, Mujin se dirige vers l'eau abondante et fluide du ruisseau occidental. Ici, il l'inspecte minutieusement et ne détecte toujours aucun signe de problème. Il n'y a rien d'inquiétant jusqu'à présent, même si tous les signes pointent vers le ruisseau. Mujin se demande s'il est myope dans son processus et se demande s'il y a une autre façon de s'y prendre. Ce qu'il fait ensuite surprend Jousan et son maître. Le garçon décide d'entrer dans une posture méditative, canalisant son chi, ce qui est vraiment rare pour un médecin dans leur monde. Shuzan évoque même ce fait à son maître, faisant finalement confiance à l'instinct du médecin. Quant à notre garçon, nous avons un bref aperçu de son processus interne alors qu'il se concentre de plus en plus profondément pour scanner le chi mortel. À son choc, il découvre la variante exacte et se lève pour conclure ses conclusions.
Mugin pointe vers l'avant et part tout de suite. Ils suivent en amont, faisant méticuleusement de la randonnée jusqu'au bout, épuisés. Soudain, le médecin sent une odeur forte, une odeur même captée par Jusant. L'odeur confirme qu'il se rapproche de plus en plus de ce qui se cache dans la nature. Leur voyage continue jusqu'à un certain point où l'odeur devient insupportablement mauvaise. C'est tellement mauvais que même les arbres environnants se corrompent à cause de cela. Le trio se rapproche de plus en plus jusqu'à ce que Mugin regarde devant lui et voit un cimetière de sol pourri. L'endroit est incroyablement difficile à naviguer. Chaque pas est trouble et instable. La scène s'assombrit lorsque le médecin réalise qu'il y a quelque chose d'enfoui juste sous le sol pourri. Avant de nous lancer dans ce qui se passe, parlons des nombreux décès qui surviennent dans la salle de stockage des herbes. Vous voyez, les plantes et les animaux sont tués pour le bien de la médecine, et pourtant les stockages médicinaux sont toujours conservés avec une odeur fraîche et rafraîchissante, un parfum chéri par Mugin. C'est une sorte de sentiment unique pour le garçon qui pensait que la salle de stockage était un endroit où la mort ouvrait une nouvelle voie à la vie. Eh bien, devinez quoi? Cet endroit est exactement le contraire de cela. Le garçon déracine le sol pourri, seulement pour trouver les restes d'animaux et de plantes morts. Cet endroit est un exemple de mort propageant plus de morts. Il est perplexe de savoir comment tout cela s'est produit. Pour l'instant, le plan de Mugin est de déterrer tous les cadavres et de les éloigner du ruisseau. Jusant et son maître sont prêts à le faire. Ils inspectent un tas de cadavres différents, ce qui amène Mugin à la conclusion que le poison doit être responsable de la maladie. Différent des autres plantes vénéneuses ou des poisons de toute nature, il ne promettait pas une mort instantanée. Cependant, la personne responsable de tout comploter connaissait exactement les effets du poison de cadavre, qui est connu pour provoquer une mort lente et atroce. Tout dans l'histoire concorde, la chronologie, la réalité du puits qui s'assèche toujours. Tout cela simplement parce que le cerveau maléfique voulait que tout le monde meure. La simple pensée fait trembler Mugin de peur, imaginant les cadavres des villageois. Soudain, il se retourne pour trouver une figure particulière. C'est un homme qui s'est couvert la bouche et qui porte un sac. Comme vous pouvez tous le deviner, le pouvoir du rebondissement de l'intrigue est sur nous. Vous vous souvenez du médecin Yom, ce type qui a sacrifié ses économies pour chercher des herbes? Ouais. Ce connard est en fait le responsable de tout cela. Jusant et le chef du village sont sans voix, tandis que notre garçon intériorise que seul un médecin connaissant l'infrastructure de la ville serait capable de réaliser un complot sinistre comme celui-ci. Non seulement cela, l'ordure a également collecté tout l'argent, confirmant sa nature à double face. L'homme pourrait être décrit comme un démon abritant la peau d'un humain, ce qui ressemble beaucoup à une petite amie en colère tout d'un coup. Quoi qu'il en soit, la ruse de l'escroc a conduit à la chute du village de Jewel, coûtant de nombreuses vies. Au lieu de ressentir de la culpabilité ou de la honte, Yom est prêt à se battre. Mugin est extrêmement énervé et est prêt à se battre. Mais tout d'un coup, le chef du village se lève en premier, rugissant sur le salaud pour avoir trahi son peuple et créé une maladie sous le couvert de les traiter. Ce sale type répond qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. Ces paroles provocantes mettent le vieil homme hors de lui, le poussant à se jeter en avant avec la tête de la créature. Yom est sur le point d'être touché quand soudain la princesse est sauvée par ses hommes de confiance. Ce type s'en fout et a simplement l'intention d'éliminer les obstacles sur son chemin. Il est agacé qu'il soit venu ruiner ses plans et pense que le mieux est que Mugen et ses amis paient le prix de leur propre corps. Le vieil homme grimaçant et maléfique proclame qu'il avait entièrement prévu de jeter leurs cadavres dans le trou de toute façon. Seulement cette fois, ils monteront plus tôt que les autres. Frère a vraiment dit que vous aurez un accès anticipé à ce trou à merde. Le chef du village se tient inflexible devant les hommes de main. Énervé, il se prépare à attaquer. Au moment où il commence à bouger, les hommes de main sont effrayés. Le vieil homme dévasté rugit qu'ils ont commis tous ces actes odieux dans les coulisses alors qu'il savait qu'un gardien de village le protégeait. Se déclarant mendiant de la récolte de Chanvron Yun, l'homme envoie d'énormes vagues d'aura. Même le médecin à deux visages Yom n'avait pas prévu quelque chose comme ça. En entendant le mot gardien, les ordures se tournent vers Yom, déclarant qu'ils étaient censés s'occuper de faibles et non d'une menace de niveau gardien parmi les mendiants. Yom ne comprend pas non plus pourquoi un gardien est ici. Pendant qu'ils sont occupés à se demander qui ou pourquoi, le vieil homme se prépare, déclarant qu'il va compter jusqu'à 10. Pour l'instant, tout ce qui l'intéresse, c'est de tuer l'ordure de médecin Yom. Alors qu'il cultive l'aura avec son simple bâton, il avertit les hommes de main de faire le bon choix et de partir pendant qu'ils le peuvent encore. Son compte à rebours commence, mais il est intéressant de noter que, pendant que cela se passe, Mugin remarque attentivement que même un rugissement de basse venant du gardien a suffi à les paralyser de peur. Jusant arrive pour souligner qu'il doit s'enfuir maintenant. C'est une instruction choquante sortie de nulle part, mais Jusant insiste pour qu'il s'enfuit, allant même jusqu'à l'aider à sortir du ruisseau. Il veut que le médecin s'éloigne le plus possible d'ici et qu'il fasse son rapport au village même si c'est une tâche pénible. Le compte à rebours continue alors que notre garçon commence à se demander quel est le problème ou pourquoi il doit courir au début. Il se tenait à côté d'artistes martiaux suprêmes, il pourrait donc facilement gérer la menace. Mais soudain, Jusant exprime qu'il ne sait même pas ce qu'est le royaume du sommet, ce qui implique qu'il est un amateur.
Cette révélation change vraiment la dynamique de la situation car il semble maintenant que les chances soient à peu près égales. Jusant explique que lui et son maître vont affronter ces ordures dans un combat. De l'autre côté, Yam frappe ses hommes pour qu'ils se battent, croyant qu'ils peuvent facilement éliminer 2 mendiants et un médecin. Le compte du vieil homme atteint 4 alors que son corps tremble. Le fait qu'il emprunte cette voie implique une chose, c'est qu'il est prêt à se battre. C'est l'impression laissée dans les yeux de Mougin qui ne parvient pas à comprendre la logique derrière un mendiant qui choisit de se sacrifier autant. Les enjeux étant plus élevés, il se tourne vers Jusant en insistant pour qu'ils s'enfuient tous ensemble, croyant que le médecin excentrique détruira ces clowns tant qu'ils atteindront le village. Cependant, Jusant rejette fortement cette approche, s'accrochant au corps du médecin. Il déclare qu'il sera impossible de protéger le médecin pendant qu'ils sont en mouvement, donc le seul choix logique est qu'ils reviennent vers lui et protègent le village. L'histoire du village est aussi profondément triste. Vous voyez toute leur vie, ces gars ont dû mendier pour s'en sortir, mais les gens se sont toujours traités avec gentillesse. Le compte des gardiens atteint 6, tandis que Joussant se souvient du moment où son maître lui a dit qu'il devait se battre pour le bien des villageois à un moment donné. Note à part, j'adore la façon dont cet homme raconte des histoires entre un conte à rebours de 10 secondes. Au 7e conte, Yom envoie ses hommes pour qu'ils aillent de l'avant et les tuent pendant qu'ils le peuvent encore, croyant que fuir ne supprimera pas leur dette de jeu. Voyant les hommes avancer, le gardien scannait leurs mouvements avec ses yeux, attendant l'opportunité de frapper. Sentant le danger, Jossant soulève notre garçon, suppliant le médecin de ne pas résister. Au dernier moment, Mugin est jeté loin comme s'il était une sorte d'oiseau sur le point de mûrir et de s'envoler. Alors qu'il est projeté au loin, Jusant lui rugit de se concentrer uniquement sur la course. La dernière chose que Mugin voit, c'est l'arrivée des attaquants, son esprit se demandant ce qu'il adviendra de ses amis. Il réfléchit même à essayer de les aider dans ce combat, sachant que leurs adversaires sont également faibles. Juste au moment où les deux camps sont sur le point de s'engager dans leur affrontement, le médecin conclut finalement qu'ils auront en fait une chance de gagner s'ils se battent ensemble. Mais soudain, l'expression de Mugin devient merdique quand il voit l'un des assaillants sortir son épée. Il essayait de traquer le médecin, mais Jusant l'a rapidement plaqué, permettant à notre garçon de tomber dans le ruisseau. Jusant étant l'ailier ultime a tenu bon jusqu'à ce qu'il voit le médecin bondir et s'échapper. Un certain temps passe alors que les jambes de Mugin le transportent à travers la forêt. Cette fois, il croit qu'il fait le bon choix en courant et en honorant une dernière requête qui lui a été confiée. Pour l'instant, transmettre le message important est plus crucial que tout, mais c'est aussi ce qui le dérange. Vous voyez, Mugin ne peut pas supporter la frustration de s'enfuir et de laisser ses amis mourir. La réalité sinistre est que Jusson et Onkien seront mis en pièces et jetés dans le trou, alors que le mieux qu'il puisse faire est de courir la queue entre les jambes. Malheureusement, il est impuissant à faire quoi que ce soit alors qu'il est lui-même un artiste martial débutant. Un Mugin haletant s'arrête pour se rendre compte qu'il ne recourrait jamais à la course s'il était aussi puissant que son maître. Dans son esprit, il considère les mendiants courageux comme également dignes de respect. Il sait que les deux mendiants ont fait le choix de rester et de se battre même s'ils n'étaient pas des artistes martiaux de haut niveau. C'est cette partie qui l'énerve vraiment. Ferme dans sa résolution, Mugin regarde en arrière avec un visage déterminé, laissant entendre qu'il affrontera ses peurs. Groggy et haletant en montée, Mugin se dépêche de revenir, les yeux rivés sur la détermination. La situation lui rappelle l'époque où il avait sauvé un enfant qui se faisait harceler par d'autres enfants de la secte. Même s'il s'était fait défoncer ce jour-là, Mugin avait ressenti un sentiment de fierté au lieu de se concentrer sur la douleur. Défendre l'injustice a toujours été son style. Pour l'instant, il est rempli d'un tas de pensées qui essaient de l'intimider. Une partie de Mugin veut que le combat soit déjà terminé, mais une chose est sûre. Il pense que s'il s'enfuit ici, il restera un lâche pour le reste de sa vie en regrettant cette décision. Je pense qu'il y a une leçon à tirer ici pour affronter vos peurs car il n'y a rien de plus effrayant que le regret. Retour à la scène du combat. Heureusement, notre garçon a atteint un moment crucial. Les mendiants tiennent bon malgré leurs blessures graves. Observant tranquillement, le médecin se demande ce qu'il doit faire. Les deux mendiants sont encerclés et ne peuvent pas suivre. Leurs adversaires, d'un autre côté, deviennent plus arrogants que jamais. Le combattant à l'épée se précipite pour tuer le mendiant aux cheveux bleus. Sa lame tranche le bâton avec un impact brutal. Même si le bâton conserve son intégrité, Joussant est ébranlé et laisse une ouverture sur son côté. L'agresseur balance son épée sur le côté avec l'intention de faire un Gojo Kid Kaduga. Heureusement, Jossant se baisse avec une pose de Jojo et y survit. Son adversaire est particulièrement impressionné par ses réflexes car Jossant tient vraiment bien pour un simple mendiant. Cependant, cela ne fait qu'inciter l'ordure à accélérer la cadence de ses coups et mouvements afin de le submerger. Jouzen ne peut pas tout bloquer et des fissures commencent à apparaître dans ses mouvements, le faisant se couper. Tout en tenant à peine le coup, le gardien rugit pour qu'il se relève et se batte. Voyant le vieil homme distrait, son adversaire le frappe bassement. Mais je vous le dis, ce vieil homme bouge différemment car il parvient encore à esquiver. Le gardien se replie et roule pour maintenir sa distance, tandis que son adversaire maniant la hache réfléchit à quel point il est ennuyeux de combattre quelqu'un qui joue sale. En réponse,
le gardien haletant déclare sagement que c'est bien mieux que d'être mort, et ses méthodes sont bien moins mauvaises que les leurs. L'arrogant acolyte pense que ce n'est pas un problème car ils vont quand même les tuer tous les deux ici. Il imagine même découper le disciple de Hong Yun en morceaux pour l'utiliser comme engrais. Ces paroles troublantes ne suffisent pas à distraire le gardien du village qui repère un bâton juste derrière. Pendant ce temps, Joussant est lentement maîtrisé. Le gardien du village reste sur ses positions, refusant d'abandonner. Pendant que son agresseur se précipite pour attaquer, le vieil homme se hâte de saisir le bâton. Son adversaire ne parvient pas à connecter un coup, mais malheureusement, on ne parvient pas non plus à saisir le bâton. C'est une source d'inquiétude car Hong Yun est constamment distrait par la situation de Jusun. Dans un moment opportun, il saisit de la terre sur le sol tout en esquivant son adversaire. Alimenté par son amour pour son disciple, Hong Qian jette de la terre contre son adversaire. Même si le type a esquivé, l'attaque ne sert qu'à distraire, permettant au gardien de s'accrocher à son corps. C'est dangereux car maintenant le type peut facilement balancer sa hache sur la silhouette du vieil homme. Du sang gicle au loin, ce qui inquiète Josan qui regarde en arrière. La réalité est vraie. La hache a vraiment touché. Mais dans ce moment, le vieil homme libère le dernier de son énergie interne, rugissant le nom de son disciple de toutes ses forces. La scène est déchirante à regarder car un autre coup de hache se loge dans le dos du vieil homme. Malgré sa douleur, le gardien rugit à son disciple d'utiliser cette opportunité pour rendre les faveurs des villageois. Dans la seconde qui suit, le type est déjà en mouvement dans les airs. Pendant ce temps, le vieux gardien a enduré de nombreuses blessures par arme blanche dans le dos dans le cadre de son plan sacrificiel. Jouzen est sur le point d'attaquer lorsque l'autre épéiste essaie de sauter, mais de façon inattendue, une pierre est fracassée sur son visage de merde. Mujin a fait le bon geste en sortant au moment le plus important. Déployant sa technique ultime, le mendiant fracasse férocement le puissant bâton dans la tête du type, lui brisant probablement le crâne au passage. Une seule attaque suffit pour qu'il soit complètement assommé et dégringole aux côtés de son maître. Le médecin prend note du bâton ensanglanté, ce qui signifie que le travail est terminé. L'autre assaillant tente de frapper le médecin, soulignant qu'il aurait été sage de s'enfuir. Promettant de lui couper les membres, le type se jette pour frapper Mujin. Mais alors, sorti de nulle part, une figure héroïque apparaît devant lui. C'est son maître, l'excentrique médecin, qui arrive avec un solide embrayage. Sans même regarder le type, nous le voyons réduit en pièces. Je commence à penser qu'il n'y a presque pas de scène où cet homme ne montre pas son aura. Le maître est fier de son élève d'être arrivé aussi loin. La situation est peut-être résolue, mais cela s'est fait au prix de Hong Yun. Le pauvre vieil homme est affligé par son seul disciple, tandis que Li Shun demande si les hommes de main sont les cerveaux derrière tout cela. Mujin explique rapidement que c'est en fait l'ordure de Yom qui a tout planifié. Je ne plaisante pas. Cet homme flash step littéralement et apparaît juste derrière lui sorti de nulle part. Li Sheng interroge le mauvais médecin, remettant en question le but de la peste. Grâce à ce qu'il a entendu dire, Mujin révèle bruyamment que ce salaud a tout fait pour l'argent. Cependant, quelque chose dans la situation ne semble pas correct à l'artiste martial, qui pense qu'il doit y avoir une raison plus profonde que l'argent. Son disciple est choqué d'entendre cela tandis que Yom est d'accord et implore le pardon, promettant même d'ajouter le médicament le plus précieux du village. Il se demande si l'homme connaît l'herbe de pivoine noire. Son nom même stupéfait le garçon qui se souvient que cette herbe fleurit dans un endroit concentré avec une énergie négative. Même si elle n'est pas aussi vénérée que le Snow Ginseng de 10 000 ans ou même la grande pilule de rajeunissement, elle est tout aussi célèbre que. Elle est en fait considérée comme la fleur des héros poussant dans les cadavres du champ de bataille, et il se trouve justement que le médecin Yom est prêt à la remettre tant que sa vie est épargnée dans le processus. Le disciple et le maître sont tous deux stupéfaits lorsqu'ils voient l'herbe de pivoine en fleur au loin. Sa simple vue confirme que ce type ne ment pas. Et encore plus énervé, Mujin veut battre cet homme pour avoir abandonné l'herbe parce que c'est une boule de slime qui veut sauver sa propre vie. Cependant, Li Shun tire le garçon en arrière, exprimant que l'accord est différent d'un simple échange. En fait, la vraie raison est que tout médecin qualifié saurait qu'essayer d'obtenir la fleur de pivoine entraînera la mort à cause du QI mortel. Bon sang. Cet homme était sur le point de faire un embrayage de dernière minute s'il n'avait pas été exposé comme ça. Le plan sournois de Yom est démoli lorsque Li Shun révèle que la fleur est connue pour se nourrir de la mort, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ce type a continué son plan de rassembler des cadavres. Son plan ultime était d'utiliser les cadavres des villageois pour nourrir encore plus les fleurs, les nourrissant afin qu'ils puissent les utiliser dans un autre plan. C'était un plan rusé, un plan vraiment bien pensé même contre un artiste martial fort. Mais Yom s'accroche toujours à son impuissance et partage qu'il a une méthode pour extraire la fleur sans dommage. Mais Li Shun est profondément intrigué de l'entendre dire tout cela parce qu'il semble que Yom soit beaucoup trop compétent pour appartenir à un minuscule village. Le médecin tremblant partage qu'il a appris la technique de récolte tout seul. Mais au choc de tous, Li Shun cueille nonchalamment la fleur de pivoine, déclarant qu'il n'est pas non plus une personne moyenne. Bro a vraiment dit qu'il était construit différemment. Bon sang. Même le médecin ne peut pas croire comment quiconque pourrait survivre après avoir touché la fleur à main nue. Mais avant que cette ordure ne puisse finir ses mots, sa tête a été coupée comme une balle.
Elle touche le sol alors que l'estimé artiste martial canalise l'énergie pure d'Escanor, déclarant qu'il sera celui qui décidera qui vit ou qui meurt. Le maître est en colère contre le nombre alarmant de médecins de mauvaise qualité qui sortent de nulle part. Il pense qu'il est honteux pour eux de s'appeler ainsi simplement à cause de leur connaissance de la médecine. Pendant ce temps, Mougin est sincèrement inquiet pour le bien de son maître, car il a nonchalamment saisi la fleur sans aucun problème. Le maître se tourne pour révéler de façon hilarante qu'il n'a pas gagné le titre de médecin excentrique grâce au jeu, ce qui est une longue façon de dire « Salope, je sais ce que je fais ». Quoi qu'il en soit, Li Shung a l'intention de se débarrasser du poison des cadavres, il veut donc que Mugin attrape Jusun et recule un peu. Il fait donc exactement cela et regarde son maître entrer dans une posture méditative. Mugin observe attentivement alors que son maître se couvre d'énergie sombre, aspirant tout le QI mortel du sol pourri et le tirant vers lui. Le garçon est étonné de constater que le poison est vraiment en train d'être siphonné des cadavres et du sol. Ces traînées d'obscurité sont tirées avec une force féroce. Mugin sent encore cette vilaine puanteur. Le QI mortel se transforme en une tempête d'obscurité jusqu'à ce qu'il commence à se dissiper autour de Li Shung. Tout a disparu, ce qui a poussé le garçon à croire que c'était enfin fini. Pendant ce temps, son maître se demande si Mugin a pu comprendre ce que signifiait vraiment devenir un expert en méditation QI. La même fleur de pivoine noire et piquante rayonne maintenant d'une belle couleur blanche montrant qu'elle est purifiée. Son maître offre la fleur au garçon, expliquant qu'il s'est déjà débarrassé du poison, il est donc sûr de la consommer. Mugin le remercie tandis que son maître pense que c'est une récompense appropriée pour l'enfant pour avoir compris tout le stratagème. Cependant, quelque chose dans la situation le rend triste. Mugin jette un coup d'œil au mendiant rouge, qui pleure toujours la perte de son maître. Le gentil garçon partage qu'il ne mérite pas un tel objet, arguant que tout ce qu'il a fait était de lancer une pierre et qu'il est simplement revenu parce qu'il ne voulait pas rester un lâche. Le mot mérite est un score intéressant que nous attachons parfois à notre propre valeur. Jouant au jeu du disciple, Li Shun pointe le visage de Jousan, se demandant si le garçon peut expliquer son expression. Aux yeux du grand artiste martial, il pense qu'il est infiniment plus courageux de revenir à un combat plutôt que de le commencer. Cela montre que quelqu'un a appris de son erreur et a corrigé son chemin immédiatement. Il déclare même sagement que quiconque ne se rendrait pas dans la même situation serait qualifié d'idiot. Magnifiquement, le maître de Mougin lui permet la liberté de s'enfuir par peur tant qu'il peut revenir là où il devrait être. C'est ça, la vie, parce qu'en fin de compte, c'est le moment final qui décide si l'on a été à la hauteur de son rôle ou non. Ces mots puissants ébranlent le cœur du garçon tandis que le médecin excentrique commence à penser qu'il doit ennuyer l'enfant avec ses paroles sages. Assez curieusement, Mougin mange littéralement la fleur sans attendre une seconde de plus. Son maître lui crie dessus pour avoir mangé la fleur tout de suite, ce qui déroute son disciple parce qu'on lui a clairement dit que le poison avait disparu. Dans le même souffle, le corps de Mougin est stupéfait par les effets. Dans la scène suivante, ils reprennent leur chemin tandis que le jeune médecin exprime une grande douleur. Son maître pense que c'est un crétin d'avoir consommé un médicament de culture sans utiliser de technique pour cela. Afin de le consommer, il aurait d'abord dû effectuer la méthode de culture de la tortue noire. Alors maintenant, il doit se rattraper et gérer correctement son chi pour se rattraper. Un Mugin épuisé supplie son maître de le montrer à nouveau. Eh bien, cet homme finit par lâcher un putain d'essai en un seul souffle. C'est en fait l'une des plus grandes boîtes de dialogue que j'ai jamais vues. Et d'une manière ou d'une autre, Mugin est capable de suivre ses paroles, bien que Li Shun lui dise de se taire et de continuer à se concentrer davantage. Petit à petit, le jeune disciple réussit réellement à canaliser son QI, impressionnant son maître qui pense que le garçon ira bien avant même qu'il ne retourne au village. En fait, il a encore de plus grands espoirs pour l'enfant. Une fois de plus, au lieu de se concentrer, Bro commence à parler du QI glorieux de la fleur de pivoine noire, ce qui amène son maître à rugir à nouveau après lui pour avoir été trop confiant. Vous voyez, il n'a pas encore fait de ce QI une partie de son propre corps, il doit donc effectuer la technique de culture à plusieurs reprises pour bien faire les choses. Comme notre garçon peut bouger plus confortablement maintenant, Li Shun lui demande d'aider les mendiants. Tout d'un coup, Mougin agit comme s'il était de nouveau malade. C'est ainsi que ça s'est passé jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement le village dans la scène suivante, leur expliquant tout ce qui s'était passé. Ils ont même apporté les cadavres de Yom et des autres hommes de main. Mugin rapporte avec joie que la maladie ne hantera plus les villageois et qu'une potion médicinale les restaurera dans les 3 jours. Il remercie même les 2 mendiants d'être les héros responsables de la lutte contre les méchants. Même si les villageois montrent leur appréciation pour les mendiants, en fin de compte, Jusan est déçu et toujours en deuil. Les mêmes villageois le quittent et couvrent les médecins d'éloge. Cependant, le maître astucieux sait ce qui se passe et jette un regard triste sur le garçon qui n'a personne pour le couvrir de la même manière. Au lieu de cela, il se retourne simplement et décide de quitter le village. Quelque temps plus tard, nous effectuons un zoom arrière pour voir le village prospérer à nouveau. Le lendemain matin, Mougin a préparé la potion et il se concentre également sur son entraînement. Le garçon veut imiter la position de son maître, seulement pour se faire botter le cul par le même homme. Li Shun pense qu'il est imprudent de faire des dégâts devant le médicament. En tout cas,
Li Shun déclare qu'il est temps de terminer et de partir même si son disciple pense qu'il est imprudent de laisser autant de patients autour de lui. Plus important encore, Bro savoure la vie d'un héros et veut rester quelques jours de plus pour profiter du plaisir. La merde fine du village le retient. Son maître rappelle aux garçons qu'ils n'ont jamais eu l'intention de venir dans ce village en premier lieu. C'est seulement à cause de Jusun qu'ils se sont arrêtés. En parlant du mendiant rouge, Mujin se demande où il est allé. Li Shun sait qu'il est probablement allé enterrer Hong Yun et qu'il est probablement affamé au même endroit. Cela n'a pas de sens pour Mujin. Pourquoi quelqu'un se laisserait-il mourir de faim alors qu'il est directement responsable de la sauvegarde du village? Mais apparemment, cela fait partie de la secte des mendiants. Après avoir pris une vie, ils sont en deuil parce qu'ils ne peuvent plus détenir le statut de mendiant après avoir tué un artiste martial. Au lieu de cela, Mujin se rend compte que Jusan pense probablement qu'il est une sorte de menace pour son village. Le gamin se demande ce qu'il va faire, et Li Shun répond que c'est quelque chose qu'il devra décider par lui-même. C'est la réalité à laquelle tout le monde doit faire face après avoir pris la vie d'une personne. Peu de temps après, les deux médecins font leurs adieux aux villageois et poursuivent leur voyage. S'éloignant de la forêt, ils se retrouvent attirés par un cimetière. Il y a un tas de monticules ici, et juste au loin se trouve une tombe avec 2 bâtons à côté. Offrant leur plus grand respect et leur prière, les médecins font leur devoir. Mujin remarque que son maître prie toujours et aperçoit soudain Jusun, qui semble plus stable que jamais. Il les remercie de les avoir aidés et leur souhaite un voyage en toute sécurité. Sachant que le gars n'a probablement même pas mangé un repas, Mujin se précipite pour lui donner de la nourriture. La bonne chose est que Jusan a l'intention de rester à Jewel Village dans le cadre de son devoir et de son appartenance. Il sait qu'il va être dans le pétrin, mais une partie du fait d'être un mendiant et de toujours savoir comment survivre, alors il est d'accord avec ça. Dans l'esprit de Mujin, les paroles de son maître résonnent clairement, et il craint le pire. Soudain, le garçon fait une proposition surprenante, exhortant Jusan à les suivre. La destination n'a pas d'importance pour un mendiant après tout. Mujin pense que Onkien aurait voulu la même chose pour lui. Mais au moment où le garçon cherche l'avis de son maître, le médecin excentrique est introuvable. Le gamin prend la main du mendiant et se précipite vers son maître. Li Shun est connu pour être impatient et rapide sur le tirage. En tout cas, le groupe de 2 vient de s'agrandir à un groupe de 3. Plus important encore, Mujin exprime son intérêt à apprendre l'épée, ce qui signifie qu'un arc d'entraînement est en cours. Quant à Jusin, qui n'y connaît rien, il ne sait même pas où ils vont. Li Shun le traite d'ailleurs de génie, car même son propre disciple ne lui a jamais demandé où ils allaient. On a un dernier plan sur le nom de Hong Yun gravé derrière dans les bâtons, ce qui le présente comme le héros du village. Le médecin excentrique désigne Luoyang comme leur destination finale. Dans la séquence suivante, on plonge directement dans l'arc d'entraînement où le maître explique que le but de l'épée est uniquement de trouver le chemin d'un cœur. Dans la maîtrise de l'épée, c'est le rôle d'une épée. Il existe de nombreuses techniques différentes qui mettent en évidence son objectif. L'une d'elles s'appelle Gep, qui consiste en des coups de poignard précis. Il existe également une forme magnifiquement connue sous le nom de Liane de Lierre, réputée pour ses frappes en spirale. Une forme dominante est l'apex. Vous pourriez penser que l'apex est moins tape à accent grave l'œil que les autres, mais seulement dans la seconde qui suit le coup, Mujin et les autres sont émerveillés par l'énorme sphère d'énergie interne qu'il a libérée. Le maître se retourne vers ses disciples, se demandant s'ils peuvent réussir. C'est tellement scandaleux à dire que tous les deux le regardent avec une expression vide avant que Mujin n'éclate en disant qu'il est impossible de copier ce qu'il vient de faire. Le maître impatient pense que c'est suffisant pour un mois d'entraînement. Pendant ce temps, Mujin énonce des faits lorsqu'il dit qu'il est clairement impossible de détruire des arbres entiers après un plan d'entraînement d'1 mois. Pendant qu'ils se disputent, Jusan regrette probablement sa vie. En fait, le maître lui demande de venir essayer. Les 2 élèves essaient d'imiter la forme de l'apex, et bien qu'il semble qu'il s'améliore aux yeux du maître, notre garçon ne ressent absolument aucune différence. Le maître demande à l'enfant d'essayer encore une fois, corrigeant sa posture et modifiant sa forme. De cette distance, Jusan se sent heureux pour eux dans une période d'apprentissage. Le jeune médecin s'en prend à son maître parce qu'il est si strict après un mois d'entraînement. Pendant ce temps, Li Shun rappelle à l'enfant de se souvenir de ses manières. Leur régime d'entraînement brutal consiste actuellement à pratiquer des frappes de paume le matin, à utiliser des pas de nuages violets l'après-midi, puis à s'entraîner à l'aide des épées perçant le cœur le soir. C'est la routine que ces gars suivent strictement depuis 1 mois. Et jusqu'à présent, Jusan botte le cul de notre garçon, ayant remporté les 30 combats. Le mendiant se dit que même après 1 mois d'observation des deux, ils trouvent leur relation plus étrange que d'habitude. Parfois, ces deux-là s'entendent très bien, tandis que d'autres fois, ils cherchent à se taper sur les nerfs, en énervant l'autre. C'est drôle, même maintenant, Li Shun se moque du bras minable de l'enfant. On pourrait dire que ces deux-là traitent tout avec humour, mais sous cet humour se cache un profond respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Pendant qu'ils marmonnent, Jusan ressent un sentiment de familiarité et d'appartenance, se souvenant qu'il avait aussi le privilège d'avoir un maître comme Mujin. À la fin de la séance d'entraînement, le mendiant suggère qu'il dîne, ce que Li Shun utilise comme munition pour gronder encore plus notre garçon. Malheureusement,
le trio prend officiellement fin dans la scène suivante. Joussant offre sa plus grande gratitude à ceux qui l'ont aidé. Le médecin excentrique rappelle à l'enfant de changer son identité pour faire partie de Chongqing, car ce sera problématique si quelqu'un découvre ici qu'il appartient au village de Jewel. Après tout, malgré toute raison, le mendiant a commis un meurtre, et cela ne lui sera pas favorable. Joussant s'incline par respect et se sépare, leur disant adieu au milieu de la foule animée avant de disparaître à l'intérieur. Moujin a un regard déçu sur son visage, tandis que son maître s'empresse de le mentionner. Le fait est que le garçon n'a pas été capable de nouer des liens avec qui que ce soit après avoir quitté le Sichuan, et Joussant a comblé ce vide pour lui. C'est drôle, son maître le taquine en lui disant que la vraie raison est qu'il a perdu 30 duels contre lui. N'importe qui serait fou après avoir encaissé 30 défaites d'affilée. Mujin crie sur son maître qui utilise les techniques de Batman pour disparaître à nouveau. Li Shung ne veut pas entendre ces bavardages et dit à l'enfant de se dépêcher. Le duo arrive chez le forgeron de la famille Feng. Ils veulent emprunter la forge pendant un certain temps, et en échange, le forgeron peut être témoin du talent brut de l'enfant. C'est une offre scandaleuse, complètement ridicule pour quiconque l'entendrait, et pourtant le médecin excentrique présente son disciple comme l'enfant le plus talentueux du pays. Mujin meurt pratiquement de gêne et pense que personne n'acceptera cette offre minable. Le forgeron réfléchit un instant et accepte étonnamment, au grand choc de notre garçon. Immédiatement, son maître le pousse à commencer à travailler. Le forgeron ne s'en soucie même pas s'ils empruntent des matériaux pour le travail, espérant assister à un bon spectacle. Li Shung s'amuse de la situation, tandis que Mujin est agacé et se demande pourquoi il faut fabriquer une épée tout d'un coup. Il pense qu'il est traité comme une sorte de singe de cirque prisé qu'il peut utiliser à ses propres fins. Le médecin excentrique charge l'enfant de se concentrer d'abord sur la fabrication de la faux pour le forgeron. Puis il expose les conditions de leur accord. Après tout, on lui avait promis de recevoir les services de forgeron du garçon en échange de son enseignement. En gros, c'est comme si Mujin payait ses frais mensuels pour être encadré. Pourtant, le problème est qu'il n'a jamais fabriqué de faux de sa vie. Mujin allume la forge, attirant l'attention du vieux forgeron. Au début, il essaie d'ignorer le processus, mais ensuite, il entend le bruit de martelage parfait, un bruit qui danse au rythme de la pluie comme un instrument à part entière. Même s'il n'a même pas vu le travail du garçon, le forgeron est convaincu que Mujin deviendra un excellent forgeron. Le vieil homme s'assoupit, et dans la scène suivante, ses yeux s'écarquillent de choc à la création d'une faux parfaite. Il n'arrive pas à croire que c'est la première fois que le garçon essaie de fabriquer une faux. Mujin se demande si ce sera une forme de paiement adéquate, mais le forgeron passionné s'empare de l'arme et l'utilise immédiatement pour couper du bambou. Sa frappe précise coupe doucement le bambou, soulignant également son habileté en tant que maître martial. C'est drôle, il se casse d'ici après son swing. Le forgeron Feng est parti sans dire un mot, mais Li Shung est surpris et dit au garçon de continuer son travail, déclarant de manière inquiétante qu'ils seront bientôt là. Mujin ne sait pas ce qui se passe tandis que son maître se corrige, déclarant que ces personnes sont déjà là. Des silhouettes noires révèlent leurs armes, montrant des intentions suspectes. Leur chef est le forgeron Feng, qui ose se demander comment le garçon a pu forger quelque chose comme ça. Cette seule faux a réussi à trancher certaines des meilleures armes fabriquées par les forgerons du territoire de Chongqing. Alors maintenant, tous ont jeté leur dévolu sur lui. La faux de Mujin est si parfaite qu'elle ne s'est même pas ébréchée après avoir enduré des abus. C'est comme si couper était la tâche la plus facile au monde avec elle. Les forgerons expérimentés demandent humblement qu'on leur enseigne les mêmes compétences, espérant obtenir le talent du garçon pour eux-mêmes. Ils veulent juste un siège au premier rang pour tout ce qu'ils fabriquent, espérant qu'il va leur montrer comment fabriquer toutes sortes d'armes. Mujin est à court de mots tandis que son maître intervient rapidement, tendant la main. Cet homme sait comment monétiser les compétences de son disciple et exige 2 lingots d'argent pour chaque spectateur. Les forgerons sont confus au début, mais au moment où ils entendent parler du prochain objectif du garçon de fabriquer une épée, ils lancent les lingots comme si de rien n'était. Quant à Jussan, il est en route, revisitant la ville natale de son maître. Il se souvient des paroles de Hong Yun et se demande où se trouve le champ de chanvre. Étonnamment, il aperçoit un groupe de personnes sous le pont. La scène remplit Ju d'émotion, lui rappelant l'image de son maître. Il continue d'avancer afin de trouver quelqu'un qui connaît Hong Yeon. Le propriétaire de la taverne accueille l'enfant, lui assurant qu'ils accueillent toujours les disciples de la secte des mendiants. Bien que Jussan parte tranquillement, il est plutôt surpris d'apprendre que personne ne semble connaître son maître. Il pense que c'est peut-être à cause du temps qui passe, car cela fait vraiment 20 ans. D'après ce qu'il voit, la secte est très différente des histoires que son maître lui a racontées. Par exemple, il ne comprend pas pourquoi un propriétaire de taverne serait membre de la secte. Par exemple, le même homme s'est précipité et a demandé à Jussan des frais d'entrée pour faire officiellement partie de la secte. C'est vraiment n'importe quoi parce que pour devenir un mendiant, il faut payer une somme, c'est incroyable. À ce stade, Jussan commence à penser que personne dans cette rue ne connaîtrait son maître. Il continue donc sa recherche contrariante, se renseignant sur le mendiant de la récolte de chanvre, mais personne ne semble connaître les membres de la secte aux 4 nœuds.
Juzan n'a rencontré aucune piste intéressante auprès des personnes vivant sous le pont et commence à perdre espoir dans sa recherche. Soudain, un homme passe rapidement à côté de lui, espérant s'abriter du froid. En dernier recours, Jou décide de demander à ce type, en se renseignant sur le mendiant de la récolte de chanvre avec 4 nœuds. À son grand étonnement, cet homme en particulier semble avoir des connaissances sur Onyeon. Jousun est enfin heureux de trouver une piste, tandis que le vieil homme demande à confirmer si c'est bien lui. Jousun est vraiment heureux d'avoir une piste jusqu'à ce que le même homme lui dise qu'il y a un grave malentendu. Vous voyez, Onyeon n'était même pas un mendiant à 4 nœuds au départ, mais plutôt un simple nœud. En réalité, il n'a jamais pu passer à 2 nœuds. Un artiste martial n'a droit qu'à 3 nœuds, ce qui implique que le vieil homme a menti à Jousun toute sa vie. Au lieu de cela, Onyeon passait apparemment son temps tranquillement dans les champs de chanvre, ce qui lui a valu son nom. Il est intéressant de noter que beaucoup d'autres personnes sont venues le chercher au même endroit parce qu'il a volé quelque chose d'important et s'est enfui pour sauver sa vie. On dit à Onyeon que la grand-mère Yang pourrait savoir quelque chose sur l'histoire de son maître. Jousun, d'un autre côté, est dévasté. Toute la vie de l'enfant a été un mensonge. Jousun fixe la ceinture stupide avec des nœuds, les larmes coulant sur ses joues tandis que l'orage reflète sa rage. Ses mains tremblent alors qu'il commence à défaire les nœuds, maudissant son maître imbécile qui méritait de mourir. Après tout, Onkien lui a donné son premier nœud pour avoir simplement résisté à la faim et un deuxième pour s'être simplement remis d'une fièvre. Ce n'est pas comme ça que ça marche car chaque nœud nécessite un ensemble de compétences. Dans le cas de Juzan, l'enfant a continué à gagner des nœuds pour des raisons élémentaires. C'est en fait la principale raison pour laquelle il ne pouvait rien faire contre les hommes de Yom parce que toutes les techniques étaient fausses et merdiques. Juzan rugit vers les cieux, réalisant que tout ce qu'il avait connu était un putain de mensonge. Il est reconnaissant que son maître stupide soit mort comme un chien à la fin pour avoir menti toute sa vie. Exprimant toute sa frustration, Josan est sur le point de jeter sa ceinture dans l'eau, mais s'effondre soudainement dans son esprit, admettant que son maître n'était pas un gardien, et encore moins quoi que ce soit. Il ne comprend pas pourquoi un mendiant minable comme ça a donné sa vie pour le protéger. Juzan plonge son poing dans l'eau et lâche lentement la ceinture. Ses yeux se remplissent de larmes, son visage est aussi pathétique qu'il peut l'être. La ceinture est perdue, et on le voit pour la dernière fois pleurer sous l'orage. Revenons à notre garçon qui a travaillé avec diligence toute la journée. Mujin a terminé son service, mais ses spectateurs veulent en voir plus. Heureusement, le forgeron Fan est là pour défendre le cas du garçon, estimant qu'il est préférable de laisser l'enfant se reposer un moment. Toutes les autres questions sont reportées à la prochaine session. Soudain, Mujin voit un visage familier. C'est le mendiant et son ami, Jousan, qui a l'air d'avoir vécu des moments difficiles. Il faut un certain temps au pauvre type pour expliquer son histoire et ses découvertes sur son maître. Mujin ne sait pas comment réagir, et sa première question est de savoir si son cher ami a faim ou non. Étonnamment, il apprend que Jousan a reçu de la nourriture d'un enfant mendiant sous le pont qui a eu la gentillesse de le laisser manger. Même s'il a refusé de manger au début, quelque chose s'est emparé de Jousan, et il a décidé de rendre la fille heureuse en mangeant sa nourriture. Instantanément, Mujin lui donne une claque dans le dos pour avoir pris de la nourriture à une fille mendiante. Notre garçon les exhorte à partir immédiatement, ce qui amène son ami à se demander où il se dirige. Mujin lui adresse un sourire et déclare qu'ils vont le purifier pour de bon. Cette nuit-là, il emmène son ami dans un bon restaurant. C'est une expérience de luxe, une expérience que Josan ne connaît absolument pas. Bro est ébloui tandis que Mujin lui dit de manger jusqu'à ce qu'il soit mort. Ils ont fini par engloutir de la nourriture avec confiance, seulement pour devenir des dragons cracheurs de feu parce qu'ils ont oublié les niveaux d'épices asiatiques. Même la belle musicienne est agacée par leur chahut, mais au moins, Jousan est heureux. Il divague avec Mujin donnant même une impression de son maître. La nuit continue avec les deux amis profitant de leur cœur, se blottissant et agissant comme des clowns complets. À la fin, leurs ventres sont pleins et ils sont complètement bourrés. Jouzen commence à s'inquiéter du processus de paiement tandis que notre garçon se moque de lui pour être un mendiant stupide. Voici la partie la plus drôle. Mujin explique qu'il n'a pas non plus apporté d'argent, ce qui a fait crier Jouzen à plein poumon parce que maintenant ils vont devoir payer Didi avec autre chose. Jouzen lui rappelle que l'endroit est géré par la secte des mendiants, ils doivent donc payer. Mais notre garçon ne peut pas s'empêcher de déconner et agit comme s'il était à l'abri de tous les dommages parce qu'il est le disciple du médecin excentrique. Pourtant, Jousan est inquiet comme de la merde et lui dit qu'ils ont de sérieux ennuis. Toute la situation fait rire notre garçon à gorge déployée, entendu par tout le monde dans le restaurant. En une fraction de seconde, Mujin disparaît de sa place et se téléporte juste derrière la jolie dame. Bro sort une lame et dit qu'il va les payer correctement. Quelque chose me dit que peut-être qu'il prend les enseignements de son maître un peu trop au pied de la lettre. Le couteau de Mujin se brise en un coup net tandis que Jusun commence à s'inquiéter de son imprudence. Les autres ivrognes apprécient le spectacle, croyant que l'enfant est complètement ivre et devient fou. Le personnel se demande ce que ce type essaie de faire. Pendant ce temps, Mujin est là à bouger comme Jason de vendredi 13. Cet homme lui lance littéralement un regard noir avec le regard maléfique le plus sinistre que j'ai jamais vu.
Son aura est suffisamment menaçante pour que le personnel appelle les gardes. Petit frère est là à dire en gros, arbitre, fais quelque chose. Pendant ce temps, Mougin continue d'être un imbécile imprudent. Les gardes lui ordonnent de descendre rapidement sans se ridiculiser. Mais notre garçon reste là, les ignorant comme s'il n'était rien. Juste au moment où ils sont sur le point de s'approcher, Mougin renverse sa boisson dans un mouvement brusque, révélant son chef-d'œuvre majestueux. Il a sculpté une statue grâce à son travail de couteau expert. Mougin, ivre, se demande si les gardes veulent le déranger de payer. Ils disent à la dame de maintenir la musique et, à son grand agacement, elle répond à leur demande. Mougin continue de sculpter un chef-d'œuvre avec des coups de couteau colorés, excitant les spectateurs. Quand il a fini avec la lame, il brise le moule, révélant son chef-d'œuvre incroyablement détaillé du Bouddha aux 1000 mains. La statue est majestueuse et une forme de paiement brillante pour la nourriture qu'il a mangée. Le disciple a en fait retenu une belle leçon de son maître, Li Shung, qui lui a dit qu'il était toujours apprécié pour ses compétences et sa gratitude, peu importe où il allait. Et tout comme lui, les compétences de Mougin sont là, gagnant les faveurs de tout le monde. L'enfant est vénéré et appelle simplement cela un gribouillis. Il enchaîne avec un chef-d'œuvre artistique, passant 2 heures sur un dragon magnifiquement sculpté. Laissez-moi me corriger. C'est un dragon absolument génial. Mougin reçoit un paquet de raviolis en guise de paiement gratuit. Plus tard, Jousan rencontre les mendiants sous le pont et leur donne les délicieux raviolis, félicitant Sosun pour sa considération. Mougin, étant le bon gars qu'il est, se sent heureux que son ami sourit enfin. Le lendemain, Jousan et Mougin pensent qu'ils devraient prendre un jour de congé au lieu d'aller à la taverne comme d'habitude. Aucun d'eux ne voulait y aller à cause de la pluie de toute façon. Soudain, une voix rugit les mots Hongju sonne devant leur hôtel. Quand ils regardent dehors, ils trouvent So Samgu, qui rapporte que Sosun a disparu. Même si elle leur disait toujours où elle allait, elle ne se souciait jamais de s'aventurer loin. Samgu soupçonne que les bandits de la rivière sont impliqués et ont quelque chose à voir avec cela. En fait, ces bandits sont responsables de la disparition d'enfants tout le temps. Au début, les gens pensaient que les bandits étaient partis pour de bon, mais certains témoins ont commencé à prendre note des bandits en train d'enlever les enfants. Samgu rapporte comment ces bandits offrent les enfants à certains artistes martiaux qui les utilisent davantage de toutes sortes de manières inhumaines. La seule pensée de la pauvre Sozin rencontrant le même sort ou endurant du mal fait spirale les émotions de Samgu. Mais Jusan assure l'homme qu'il est prêt pour le travail, et il va la chercher aux côtés de quelqu'un de fiable. Entendre cela rend le mendiant vraiment heureux, et il offre ses remerciements à Jusan. Dans la scène suivante, Josan monte pour expliquer la situation à la secte des mendiants. À son choc, ces gens ne sont même pas prêts à agir, même quand une situation comme celle-ci exige qu'ils agissent. Le propriétaire de la taverne explique qu'il est risqué de combattre les bandits de la rivière sans preuve claire. Pas seulement ça. La saison à venir est également problématique. Ce comportement du propriétaire de la taverne est en fait complètement opposé à la façon dont il le traitait auparavant. Jusan se demande si c'est parce qu'il ne possède plus les nœuds sur lui. Le propriétaire de la taverne comprend que Jusan ne connaît pas Chongqing, alors il explique comment la saison des pluies pousse la secte des mendiants à rester en alerte maximale. C'est encore pire pour cette année car la pluie est plus intense. Il permet à Jusan de faire une observation pour lui-même, expliquant que s'il pleut même encore 2 jours, il risque de subir une inondation. C'est mauvais parce que les gens finissent par perdre leur maison à cause des inondations, et les décès ne sont pas différents. Pour éviter des dommages minimes, il s'assure de déployer chaque membre de la secte pour mettre en place suffisamment de barricades. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vraiment fournir de membres pour aider à la mission de sauvetage de Sozin ou pour affronter les bandits de la rivière. Tout cela est décevant pour Jusan, qui se retrouve avec une faible promesse d'intervention des supérieurs. Après cette conversation, Jusan explique tout à Samgu, qui maudit les bâtards pour être des gens peu fiables qui les traitent comme des humains de niveau inférieur. Il n'y a aucun moyen pour Samgu de faire confiance aux paroles du propriétaire de la taverne. Le pauvre Samgu remarque que les membres de la secte seront tellement occupés à empiler une barricade qu'ils oublieront leur véritable objectif, qui est de protéger les gens en premier lieu. Shuzan essaie de raisonner et pense que les membres de la secte doivent avoir une sorte de justice derrière leur cause. À cela, Samgu rugit que même les bandits de la rivière ainsi que les criminels démoniaques sont aussi des artistes martiaux, donc cela ne les excuse pas d'avoir un sens de la justice. Ensuite, il y a le fait que la secte des mendiants n'a jamais confronté les bandits de la rivière au cours des 10 dernières années, c'est pourquoi ils ne vont pas se risquer pour une petite fille non plus. Ces types sont des gens qui prétendent être des mendiants. Samgu les dénonce pour avoir fait semblant et garder leur statut. Ces mots viennent d'allumer une flamme dans le cœur de Jousan, lui rappelant les paroles de son maître. À ce stade, il est royalement énervé par tous les mendiants qui traînent et lui font se sentir coupable pour cela. Pendant ce temps, Samgu est consolé par ses amis. Jousan intériorise qu'il a fait bien plus qu'il n'aurait dû et ne devrait plus intervenir. Il s'éloigne en pensant que son rôle s'est terminé après avoir quitté le village et même ce devoir de merde était un mensonge. Juste au moment où il passe, une certaine personne le dépasse portant un chapeau de paille. Cette personne regarde autour d'elle et appelle Jousan, l'arrêtant net dans son élan.
Mamie Yang demande si c'est l'enfant qui cherche le mendiant de la récolte de chanvre et se demande quelle relation il partage avec Jonin. C'est la dernière poussée car même le nom du vieil homme était un mensonge. Ce n'était pas Onin, mais Jonin. Je commence à me sentir mal pour Juson à ce stade. Il appelle son maître rien de plus qu'un petit criminel, mais la vieille mamie ne pense pas vraiment comme ça et soutient que Zhong-Yun ne volerait jamais quelque chose. Soudain, la mamie se souvient que Zhong-Yun a volé une certaine personne, ajoutant une autre couche de mystère concernant le vieil homme. La mention du vol d'une personne change vraiment la dynamique ici. La vieille mamie confirme ses paroles, déclarant qu'il y a 20 ans, un conflit important a eu lieu à Chongqing entre les factions laïques et traditionnelles. Le chef de la faction laïque était quelqu'un appelé le vieux mendiant au visage rouge. S'opposant à lui, il y avait le vice-chef du siège appelé le mendiant de Willow Hill qui appartenait à la faction traditionnelle. Chaque faction avait ses propres opinions. Et bien que ce ne soit pas considéré comme un gros problème si un mendiant portait des vêtements anciens ou nouveaux, de petites choses ont commencé à s'accumuler et ont fait germer des graines de doute et de haine entre les deux camps. Cela a finalement causé un conflit gigantesque entraînant la mort du mendiant de Willow Hill. Le conflit a explosé encore plus après sa mort car c'est peu de temps après ce jour que la faction traditionnelle a été chassée de la région de Chongqing. C'est aussi ce même jour que le vieil homme, le mendiant de la récolte de chanvre, s'est enfui avec le fils du mendiant de Willow Hill. Cela a du sens en fait. Le trésor sacré qu'il a volé était le fils de leur héros. Se préparant, Jousan demande le vrai nom de l'enfant. Il est révélé que le garçon s'appelle Onjong, mais la mamie pense qu'il est inutile de lui parler car il ne semble même pas connaître le fils du mendiant de Willow Hill. Elle prend congé et laisse un message pour le mendiant de la récolte de chanvre, qui indique qu'elle va bien. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Josan sort en trombe et disparaît. Encore une fois, Bro est ici submergé d'émotions, reconstituant une vérité avec une autre. Tout sur le vieil homme était un mensonge, et cela n'explique pas pourquoi. Josan a une frustration compréhensible et est sceptique face aux autres mensonges aussi. Il fixe la rivière, plongeant ses mains à l'intérieur pour tenter de récupérer ce qu'il a perdu. Jusan fait de son mieux pour chercher et fouiller l'eau, à la recherche des nœuds qu'il a jetés. Malgré tous ses efforts, c'est peine perdue. Tout ce qu'il peut déterrer, c'est un tas de mauvaises herbes. Tous ces nœuds, ceux qu'il a jetés par frustration, ont disparu maintenant. Mais cet homme n'abandonne pas. Il décide de plonger lui-même dans les eaux, en émergeant peu de temps après. Sa détermination se manifeste chaque fois qu'il entre et sort de l'eau. Jousan nage profondément, retenant son souffle au maximum de ses capacités pendant qu'il cherche les 4 nœuds du gardien. Cette fois, au lieu d'en vouloir à son maître, il reconnaît le devoir qui lui est confié derrière ses nœuds. C'est ainsi que le vieil homme s'est rendu au village de Jules après tout et a élevé le jeune enfant, le traitant comme son fils et le nourrissant bien. Il a même entraîné le garçon. Tout cet acte a été fait afin qu'il puisse protéger une personne. Tout cela a été fait pour protéger Chousin lui-même. Son maître a donné sa propre vie pour cette cause, devenant un exemple de gardien. C'est avec cette détermination qu'il continue jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin les nœuds sur le lit de la rivière. Le tenant à 2 mains, il le sort, parvenant à peine à retenir son souffle plus longtemps. Chuzin se dépêche de remonter à la surface. Sa vision commence à s'estomper, et il est sur le point de perdre conscience. Au tout dernier moment, il s'évanouit en voyant la silhouette de Mougin tendre la main vers lui. Notre garçon réussit à sauver la vie de son ami et le sort de l'eau, les traînant hors de l'eau. Mougin reprend son souffle, hurlant à son ami idiot de saisir toutes les occasions pour ruiner ses fichus vêtements. Il pense que Jusan est stupide de se baigner par ce temps de fou. Mais malgré une situation de mort imminente, Jusan s'accroche au nœud et se contente de rire. Son rire devient maniaque, effrayant même notre garçon. Le mendiant demande une dernière faveur à son ami, ce qui est un comble aux yeux de Mougin, qui lui a littéralement sauvé la vie il y a un instant. Jean, je t'ai sauvé de la noyade, et tu en demandes déjà plus. Rempli d'espoir, Jouzem proclame qu'ils doivent même sauver Saucine des bandits. Tout cela choque Mougin, qui pense qu'il a choisi une mission fastidieuse pour eux. Notre garçon recommande même de faire des faveurs plus faciles à la place. Dans la scène suivante, nous voyons les membres de la secte faire de leur mieux pour installer des barricades afin d'empêcher les inondations. L'eau devient incontrôlable à cause de la pluie, tandis que Moujin et Juson espionnent les membres de la secte. Notre garçon commence à reconsidérer l'accord pour la faveur, surtout quand ils n'ont même pas de plan en place pour cela. Juson nie avec désinvolture avoir une stratégie, ce qui est carrément stupide car les deux réunis ne peuvent pas gérer des douzaines de bandits à la fois. Le mendiant pense qu'il devrait simplement se faire discret et confirmer le statut de Sausin avant de partir. C'est un plan que Mugin approuve, alors il commence rapidement à la chercher. Il y a une structure devant, et Josan soupçonne qu'elle doit être détenue à l'intérieur. Il recommande de se faufiler, seulement pour que Mugin le dénonce pour le plan le plus idiot du siècle. Il le gronde pour ne pas avoir pris en compte la couleur de leur tenue, ce qui révélerait facilement leur emplacement. Le mendiant recommande qu'ils se roulent dans la terre pour mélanger leurs vêtements avec l'environnement, et il pense même que se déshabiller est une bonne idée. Se déshabiller pour se cacher de vos ennemis est définitivement une stratégie intelligente. 100% no cap. Soudain, ils entendent tous les deux membres faire une patrouille et dire du mal de leur travail.
Je veux dire, nous, frérot, nous, mais garde ça secret entre toi et moi. Ils se plaignent, mais ils sont toujours heureux de ne pas se faire engueuler par leur chef de cette façon. Pendant ce temps, notre duo dynamique réalise essentiellement qu'ils sont absolument foutus, un sentiment mutuellement partagé comme s'ils étaient sur Bluetooth ou quelque chose comme ça. Les patrouilleurs sont armés d'armes, tandis que Mougin se demande quelle équipe de bandits prend la peine d'avoir des patrouilleurs à leur côté. Il pense qu'il est imprudent de se battre avec eux ici. Toute la situation le fait frissonner de peur, et il espère juste rester immobile comme une statue en attendant qu'il passe. Malheureusement, ces gars sont censés traverser un pont. Donc, à moins qu'il n'ait une très mauvaise vue, il est impossible qu'il manque deux intrus qui se cachent à proximité. Mougin réfléchit et se demande s'il devrait se cacher sous le pont, mais écarte le plan en pensant qu'ils ne tiendront pas à deux. Il voit Joussant qui semble être près du pont, faisant des signes de la main comme s'il était dans Naruto ou quelque chose comme ça. Le message est essentiellement de demander à Mugen de se cacher derrière les rochers, tandis que Joussant ira dans l'autre sens. C'est un plan solide car le bruit de la pluie bloquera tout bruit qu'ils feront. Aussi stupide que soit Joussant, il a toujours une bonne tête sur les épaules pour quand ça compte vraiment. J'appelle ça du baratin. Les patrouilleurs mettent le pied sur le pont, se frayant un chemin et vérifiant correctement leur environnement. Pendant ce temps, notre duo est placé de chaque côté, se donnant mutuellement un signe d'approbation. Notre garçon pense qu'ils ont réussi le travail comme un jeu d'enfant quand soudain, ce stupide abruti décide de devenir fou, exposant son emplacement avec une attaque sournoise d'en haut. Ah, oui. La toute-puissante frappe du personnel de Deux Chiens, qui transformera sûrement ces gars en sushi. Sûrement, cela ne peut pas être une mauvaise stratégie. N'est-ce pas? Eh bien, l'attaque ultime de Bro est esquivée avec désinvolture par les deux patrouilleurs en appuyant simplement sur X sur le contrôleur et en reculant d'un pas. Bro est dévasté, se demandant comment il a raté. Pas comme si ce n'était pas l'attaque la plus évidente de tous les temps. Cette dernière partie de son plan était complètement quelque chose que Mougin a manqué, et maintenant les patrouilleurs sont prêts à leur botter le cul pour cela. Notre garçon a l'impression que ce connard a vraiment un QI à température ambiante dans tous les univers. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.